Ondes multiples présente, on a tous une histoire. Je suis Cynthia et aujourd'hui, je remercie notre invité qui va nous raconter un petit morceau de lui. Je vous souhaite une bonne écoute. Moi je m'appelle Lucille, j'ai 29 ans. Au jour d'aujourd'hui, je suis maman d'un petit garçon de 2 ans. Et si je fais cet enregistrement, c'était pour parler un petit peu de ma relation maternelle et de ma vie professionnelle. Je suis née dans le sud de la France et mes parents se sont très tôt séparés, malgré que j'avais un petit frère. Mais bon, les séparations des fois sont bénéfiques pour le couple et la vie de famille. J'ai grandi donc avec ma maman, où j'étais scolarisée aussi avec elle, et je voyais mon papa pendant les vacances, et un mois sur deux, les grandes vacances, je crois. Et donc je vivais avec un de mes frères, parce que mon père après a refait sa vie, et j'ai donc des demi-frères et des demi-sœurs donc, de son côté. Ma scolarité s'est moyennement bien passée parce que on était les seuls avec mon frère à avoir des parents séparés et une maman qui cherchait à refaire sa vie, une maman qui travaillait énormément. Elle était dans l'apiculture, elle est toujours dans l'apiculture d'ailleurs, et c'est un travail qui n'a pas de week-end, pas de jour férié, pas de vacances, mais c'était important pour elle qu'on soit toujours bien et qu'on manque de rien. Arrivé à la préadolescence à peu près, on commençait à avoir une relation compliquée parce que moi j'avais envie de devenir une femme, de porter des robes, d'être élégante, de me coiffer, d'être avec mes copines. Et c'était pas vraiment possible. Alors je sais toujours pas pourquoi aujourd'hui, honnêtement. Je le découvrais peut-être dans mon aventure de vie de maman. Mais et mon frère, lui, contrairement à moi, même s'il était plus petit, lui, il avait le droit. Ça fait un peu la grande sœur jalouse, mais il avait le droit à tout, et c'était frustrant de pas savoir pourquoi moi je pouvais pas aller dormir chez mes copines. Les week-ends, tout ça, c'était assez compliqué. Ma maman voulait vraiment me garder auprès d'elle, que je l'aide à la maison, que je l'aide dans son boulot, tout en faisant mes études à côté. Un petit peu plus tard, c'était à la période du lycée parce que ça s'est pas très bien passé pour moi. J'ai pas trouvé ma place dans ce cursus général. Je me suis réorientée en lycée professionnel dans l'hôtellerie-restauration et j'ai eu mon premier stage qui a été vraiment très très important dans ma vie. Donc un stage en cuisine. Donc quand on est stagiaire, on fait pas grand chose, et d'un autre côté on fait pas que la plonge non plus, hein. C'est beaucoup d'observation, mais quand même c'était des heures assez intenses, même si 22 heures, vu que j'étais mineure, il fallait que je rentre chez moi. Je me suis rendu compte que ma mère, elle venait juste d'arrêter elle aussi sa journée à cette heure-là, et qu'elle était venue me chercher directement. Et quand on rentre, j'avais qu'une envie, c'était aller me coucher. Parce que le lendemain, fallait reprendre le stage. Et elle, non, elle faisait, fallait faire à manger, préparer le repas pour le lendemain, faire le linge, et puis le repasser aussi, c'était important, même si on n'a pas le temps. Et le ménage, tout ça. Et du coup, je me suis rendu compte de qu'est-ce que c'était une vie de maman qui doit tout gérer. Donc là, j'ai eu un lien très très fort avec elle, comme si je la comprenais, mais d'un autre côté, ça a brisé un petit bout de la relation avec mon frère. Et mon papa, que je voyais toujours, lui ne comprenait pas, et je lui ai tout mis la faute dessus, alors qu'en fait mon frère était très intelligent et très filou. Quand il était chez mon père, il faisait tout, évidemment, histoire de dire que nous, on disait n'importe quoi. Du coup, la famille qui était déjà séparée, on s'est bien séparés à ce moment-là.
Je ne voyais plus mon papa, je ne voyais plus trop mon frère. Du coup, ça faisait vraiment 2 camps. Et on a commencé à rentrer dans une relation très violente, mais pas catastrophique. C'est pas des coups comme on peut voir à la télé, des séjours à l'hôpital. Non, non, ça reste de la violence, ça reste du harcèlement, que ce soit verbal ou physique. C'est pas agréable, mais c'est ce qui nous forge aussi et ce qui nous fait avancer si on choisit d'avancer. Donc je suis restée très très proche de ma maman. Et d'un autre côté, je pense qu'elle ne voulait pas couper le cordon, elle a dû le rattacher à ce moment-là. Et je n'arrivais plus à repartir. Et étant dans la restauration, bah, j'avais qu'une envie, c'était découvrir le monde, découvrir la vie. J'avais cette envie de travailler dans tous les secteurs possibles de la restauration pour pouvoir trouver ma voie et avoir un CV bien garni. Donc j'étais prête et je l'ai fait. J'ai commencé en cafétéria d'autoroute, j'ai fini dans les grands palaces très luxueux de Genève. Entre-temps, j'ai fait d'autres entreprises, bien sûr, mais j'atteignais mon objectif et c'était compliqué pour elle de me voir évoluer, de me voir bouger. Les relations amoureuses aussi et les relations amicales qui se créent quand on est à un endroit, qui se défont quand on change d'endroit. Je savais que ma mère, elle avait du mal à me suivre et j'avais ce sentiment qu'elle voulait contrôler elle ma vie et me dire qu'est-ce qui était bien et pas bien et qu'il n'y avait pas d'intermédiaire. Et un petit message à toutes les mamans, on le dit à tous, à l'époque c'était pas comme ça, on faisait pas comme ça, mais il faut vivre avec son temps et accepter. J'espère que je l'oublierai jamais. Je vais dire pour mes enfants parce que j'ai un petit garçon, mais j'aimerais bien avoir d'autres enfants, j'ai encore le temps. Mais j'espère vraiment ne pas oublier ça et d'accepter que les enfants fassent comme leurs copains et vivent avec leur temps. C'est important parce que moi ça m'a manqué, ça m'a fait un peu souffrir, mais aujourd'hui sans regret parce que je changerai pas mon passé de peur de changer qui je suis aujourd'hui et c'est important. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé dans mes aventures de restauration? Ça s'est très très bien passé pour moi, au point où j'ai eu l'envie un jour de me lancer dans l'entrepreneuriat et d'ouvrir mon propre restaurant avec mon conjoint du moment. On avait travaillé en Suisse, donc on avait eu des beaux salaires, on avait bien rempli nos comptes en banque. Et ce qui est bien dans la restauration, c'est qu'on n'a pas le temps d'en profiter. On n'a pas le temps de dépenser l'argent parce que on a 2 jours de repos, mais on met 1 jour à s'en remettre, 1 jour à faire son ménage et à faire une petite activité, et voilà. Mais ça permet d'avoir de l'argent, même si au fond on sait pas quoi en faire. Ça a été les moments où j'ai été la plus riche, si on peut dire, de ma vie. Et ça fait du bien de se sentir en sécurité financière, mine de rien. Et du coup, je me suis lancée dans la folle aventure d'ouvrir un restaurant. Alors non seulement en couple, ce qu'on nous dit tous qu'il faut jamais faire, mais en plus avec un autre couple d'amis. Mais c'était sympa. Honnêtement, c'était chouette. En plus, on a eu la chance de partir de quasiment rien, d'un établissement qu'on a pu rester sur 4 murs et tout organiser, la salle et tout choisir, les tables, les chaises, faire la carte, tout. Enfin, c'était une expérience très enrichissante et que j'ai adorée, mais qui bien sûr s'est mal passée, évidemment. Ça s'est mal passé, alors pour plein de raisons. Et là, j'ai eu ma petite fierté, cette petite envie de fuir. Je me suis sentie un peu perdue à ce moment-là. En fait, je voulais pas retourner vivre chez ma mère et j'avais pas d'autre endroit. Je pouvais pas prendre d'appartement ou de maison parce que oui, il faut le CDI avec les fameuses dernières fiches de salaire. Et c'était pas possible pour moi. J'ai commencé à avoir des petits soucis de santé. Alors c'est pas que je veux pas le dire, c'est qu'on ne trouvait pas ce que c'était. Et en fait j'avais des réactions. Si quelque chose me faisait mal ou me stressait, je faisais un semblant d'œdème de Quick, je crois qu'on dit. Je gonflais sous la gorge et je respirais plus.
Donc c'est vrai que ça a commencé à me faire assez peur et j'avais là une vingtaine d'années, moins de 23 ans, vu qu'on avait eu les fameuses aides de l'État pour les entreprises qui se montent quand on n'a pas 23 ans. Et du coup, j'ai vécu à la rue, même si c'était pas à la rue dans une ville, non, dans le sud de la France. J'avais ma voiture, mon chien, il y avait les campings, il y avait des fleuves, il y avait des étendues vertes. Je me suis un peu baladée, coupée complet du monde, ce qui ne me ressemble absolument pas aujourd'hui. Euh, qui est même incroyable de se dire que j'ai pu vivre sans mon téléphone autant de temps. Mais je suis restée coupée du monde, seule avec moi-même, à réfléchir sur qu'est-ce que je voulais de la vie, de mes relations, tout ça. Ça n'a pas servi à grand-chose, mais c'était sympa et j'avais ma fierté. Septembre arrivait et je me suis dit quand même je vais pas passer, là ça faisait un peu vacances quand même, où je peux pas quand même être comme tous les SDF, coupée de mes parents, coupée de mes amis, coupée parce que la restauration ça isole quand même énormément. Si on fait comme moi, à bouger d'un endroit à l'autre, hein, évidemment. Si vous êtes depuis 10 ans au même endroit, c'est pas comparable. Mais du coup, j'ai dû prendre ma fierté de côté et dans ce moment de réflexion aussi, je me suis dit que je voulais pas être une femme SDF ou une vieille fille où c'était tellement facile de se dénigrer à l'époque. Du coup, j'ai pris ma petite fierté, je l'ai rangée dans ma poche. Je me souviens d'avoir pris une bonne douche dans un camping et je suis allée toquer chez ma mère où j'ai expliqué la situation. À ce moment-là, ce qui est marrant avec un peu de recul, c'est que mon conjoint, du coup, en rallumant mon téléphone, en pouvant le charger chez ma mère, chose que je n'avais pas fait depuis que j'étais partie, on s'était quand même un petit peu inquiété pour moi. Et mon ancien conjoint a souhaité revenir chez ma mère pour me voir et soi-disant essayant d'arranger la situation. Et je suis fière de moi parce que je suis restée sur ma position, malgré ce que ma mère me disait, hein, que je pouvais pas vivre seule, qu'il fallait que je trouve un travail, une maison, que je me reprenne en main, que j'avais ouvert un restaurant, qu'il fallait que je m'occupe du restaurant, tout ça. Et mon conjoint m'a fait des avances cette nuit-là, que j'ai refusées parce que peut-être mon côté fleur bleue, où j'ai besoin de tendresse, d'amour, de respect, de preuves. Et j'ai bien fait de les refuser parce que quand il est reparti, une fois arrivé au restaurant, il m'a envoyé un joli texto pour me confirmer que c'était bel et bien fini. Du coup, me revoilà complètement perdue dans mes sentiments, chez ma maman, sans rien, donc qui veut bien m'accueillir. Mais fallait que je participe. Non plus, c'était pas la colonie, mais je participais avec elle à la maison, je faisais les courses. Tout ça, je me suis retrouvée avec elle, j'ai passé l'hiver chez elle, ce qui a été très très compliqué, malgré que ce soit le sud de la France. Je pense que j'aurais peut-être été mieux finalement à la rue dans la campagne. On a eu des crues d'eau, c'était une période énorme et stressante. Enfin, il y a eu un gros ouragan aussi qui nous avait coupé d'électricité. Enfin, notre relation était moyenne parce qu'en fait j'étais tellement pas bien que j'écoutais tout ce qu'elle disait et si c'était non, que j'avais pas le droit de sortir, que ça, je me débattais pas parce que je suis revenue en fait à la petite fille de 10 ans alors que j'en avais 23, 24. Je l'ai laissé un peu dicter ma vie à ce moment-là et ça m'allait bien, ça m'évitait de réfléchir. Et ma relation avec mon frère à côté de ça, qui vivait pas très loin de chez nous, c'est aussi, elle, aggravée. J'essayais d'être là pour lui parce qu'il avait des difficultés. Il avait perdu son permis, plus de voiture. Et quand j'allais en ville chercher du travail, donc on était à 30 minutes de tout. Et du coup, dès que je profitais pour aller en ville, je faisais aussi un peu le taxi, mais c'est moi qui proposais pour qu'il puisse voir ses amis et faire quelque chose. Donc j'essayais de lui donner, mais en retour, c'était très chaotique et il était assez violent avec ma mère. Et moi, je me suis toujours sentie obligée de prendre la défense de ma mère. Donc c'était des choses
comme je le disais, elle était apicultrice, donc par exemple, on allait aux ruches où on déplaçait les ruches la nuit, et quand on rentrait, on rentre à 5h30, 6h du matin, hein. Et du coup, on se lève tard, hein, midi, 14h, et mon frère qui nous disait, mais c'est à cette heure-ci qu'on se lève, on parle pas comme ça à sa mère, quoi. Moi, jamais j'aurais pu dire ça parce que ça aurait été direct une baffe ou un regard noir qui aurait tout dit. Mais notre relation était différente et je me souviendrai toujours de cette fois où il a fait cette réflexion et ma mère était en train de passer la serpillière. Il a donné un coup de pied tellement violent dans le seau que le seau qui était rempli d'eau a explosé au visage de ma mère mais vraiment explosé, qu'un bout de plastique lui a tailladé la joue. Et du coup, je me suis vraiment tout le temps imposée devant eux comme si j'étais un bouclier ou un chien de garde. Et l'image du chien, elle est pas mal parce que c'était ça en fait. Je me mettais face à mon frère et je lui aboyais dessus pour protéger ma mère. C'est quelque chose qui sert à rien quand les gens sont énervés. Il faut surtout pas faire ça, vraiment. Mais c'était plus fort que tout. C'était ma maman et j'avais ce besoin de la protéger parce que j'avais l'impression qu'elle me protégeait aussi. Oui, il vivait chez ma mère parce que donc plus jeune, il était reparti vivre chez mon père, mais entre-temps, il était revenu et il avait aussi un appartement dans le village. Donc je pense que cet hiver-là, il était aussi en plein déménagement. Mais je le voyais au quotidien en fait. C'était vraiment un tout petit village où il y a 15 personnes qui vivent à l'année dans ce village. L'été, il y a 300 parce que c'est des beaux petits villages de Haute-Corbière très touristiques. Mais on n'était vraiment pas nombreux, du coup je le voyais quand même tous les jours. Et c'était tout le temps des scènes de violence comme ça. Vu que ma mère, elle était apicultrice, donc rarement à la maison, c'était moi la grande sœur qui faisait à manger, qui allumait le feu, qui faisait la vaisselle, la petite femme à la maison, et de montrer l'exemple. Il fallait tout le temps que je montre l'exemple pour mon petit frère. Ouais, j'avais pas ce rôle de grande sœur, mais plus de deuxième maman, qu'on m'a mis dedans et que j'ai pris aussi, parce que petite, ça m'allait peut-être bien de jouer à la maman, de jouer à la poupée avec mon frère peut-être. Oui, oui, le papa était pas là et la maman absente toute la journée, donc il fallait bien que quelqu'un fasse. Et peut-être que certains l'auraient pas fait à ma place. Et je ne voulais surtout pas d'enfant à cette époque-là. Je ne voulais pas... Je recherchais des relations sérieuses avec les hommes, pas des relations d'un soir, mais je ne rêvais pas de mariage, de famille. C'était quelque chose que je ne connaissais pas et qui me faisait peur, et je n'avais pas envie de l'espérer pour être déçue de pas l'avoir. Et c'est vraiment très marrant, je prends mon temps de formuler ces phrases parce que ce n'est plus du tout ma façon de penser actuellement. Donc c'est quand même très intéressant. Mais le chemin a fait que, heureusement, on change nos pensées, on change d'idée et peu importe ce qu'on fait, on a tous le droit d'être heureux à un moment donné. Et c'est la décision qui commençait à germer un peu dans ma tête, que je n'allais pas rester toute ma vie là, isolée des gens, à vivre chez ma mère. Il fallait que je retrouve un travail. Donc heureusement dans le sud, au printemps, j'ai retrouvé un poste très facilement dans la restauration. Honnêtement, je me trouvais plus, je trouvais pas le bon patron. Mes attentes professionnelles n'étaient pas claires et mes conditions de travail ne l'étaient pas non plus. Et en fait, la douleur que j'avais par rapport à ma mère qui prenait le contrôle sur moi, par rapport à mon frère, je l'avais aussi sur mes lieux de travail. J'ai dû l'attirer parce qu'aujourd'hui je crois en la loi d'attraction, donc j'ai forcément, c'est moi qui suis allée toquer à la porte, déposer ce CV la première fois, hein, donc je l'ai dû l'attirer, mais c'est vrai que j'ai eu des patrons qui ne devraient pas être patrons et faire ce qu'ils ont fait. Et mes soucis de maladie commençaient à s'intensifier. J'étais
très fatiguée, je faisais des plaques, enfin, je voyais vraiment qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans ma vie. Et du coup, au lieu de se poser et d'arranger, ben, on continue dans le négatif. On se dit, allez, on va boire, on va sortir faire la fête pour ne pas y penser, on va, on va passer son permis moto pour tester le risque, pour tester l'adrénaline et découvrir toutes les sensations qu'on peut avoir dans la vie. Alors c'est des bons moments, c'est sûr, mais avec beaucoup d'inconscience. C'est tenter l'impossible pour voir jusqu'où on peut aller avant de se remettre sur le droit chemin. Pendant cette période où je teste mes limites, ma relation avec mon frère n'existe plus. Quand je suis partie de chez ma mère, que j'ai pu prendre mon indépendance, il y a eu une violence plus importante que les autres, qui m'ont un petit peu braquée, moi, ne plus voulant le voir. Et lui aussi, mais pas pour les mêmes raisons en fait. Lui n'a jamais, et au jour d'aujourd'hui toujours pas, n'a jamais assumé la violence de ses mots et de ses gestes envers moi. Donc lui, il a pris la décision de ne plus me parler. Je l'ai su récemment grâce à mon papa. Il me reproche d'avoir appelé la police une fois où il a été un peu plus violent que d'habitude. Et avec du recul, on le ferait 100 fois. Et je pense que toutes les personnes qui auraient pu assister à la scène l'auraient fait d'eux-mêmes. C'était très violent pour appeler la police, mais c'était pas non plus... C'était des bleus, il n'y a rien eu de cassé, ni du sang qui a coulé. Mais il n'y a pas besoin pour faire mal. Et c'était le cas. Donc là, je n'ai plus jamais eu de relation avec mon frère à partir de là. Il y a eu des tentatives, où j'en parlerai après, mais plus de relation du tout avec lui. Et c'est dur. C'est dur, c'est quand même quelqu'un, c'est une partie de moi, c'est quand même une personne avec qui j'ai grandi et ma mère n'est pas du tout réceptive à ça et ça a été un triangle dont mon père a réussi à sortir, heureusement et tant mieux pour lui, mais ma mère, mon frère et moi, on a toujours été en triangle où jamais on a pu s'entendre tous les trois, être sur la même longueur d'onde tous les trois. Soit avec ma mère, on se parlait et on ne parlait plus à mon frère, soit je parlais à mon frère et j'étais énervée contre ma mère. Et pareil pour eux, c'était soit l'un, soit l'autre. C'est pas une fois ou deux, ça a été des dizaines, des dizaines de fois réellement. Et c'est pas facile, mais sur le coup, c'était pas ma priorité parce que je n'avais rien à me reprocher et je savais au fond de moi que ça allait peut-être s'arranger un jour ou pas, mais c'était plus important pour moi ma vie professionnelle, ma vie de femme, qui commençait à grandir en moi cette envie de me trouver et de penser à moi, même si ma mère avait toujours un petit peu cette emprise. Et là apparaît un scénario catastrophique, qui a été catastrophique pendant 3 années de ma vie, mais qui au final n'en était pas un. On m'a diagnostiqué du coup, vu que j'étais de plus en plus fatiguée, que j'avais des sautes d'humeur, j'en parlais à mon médecin et qui m'a conseillé d'aller faire un test d'apnée du sommeil avec un pneumologue. J'ai été hospitalisée, j'ai fait le test à l'hôpital et les résultats étaient vraiment affolants. Alors c'est quelque chose qui est assez flou pour moi parce que depuis que tout s'est arrangé, j'ai mis ça dans un coin de ma tête et pour vivre évidemment, donc c'est un petit peu flou, mais il me semble que c'était mon cœur qui faisait d'énormes arrêts pendant que je dormais et du coup c'est très dangereux, on peut mourir d'apnée du sommeil et c'est un scénario qui m'a fait peur. J'ai été appareillée de suite à Noël, voilà, 24 décembre, c'était assez dur à vivre. J'ai été appareillée donc pour apnée du sommeil et ce qui est fou, mais vraiment fou, c'est que je n'ai jamais eu le pourquoi. Et le pneumologue m'a donné 3 possibilités. Alors il y en a une, je m'en souviens plus. La deuxième, c'était l'obésité, dont je ne souffrais absolument pas.
un léger surpoids, oui, certes, hein, comme toutes les femmes, hein. On veut toujours perdre quelques kilos, mais jamais je n'ai eu d'obésité. Et sinon, c'était un cancer. Du coup, il est parti sur cette optique du cancer. Et je n'avais personne à qui en parler parce que, du coup, je ne voulais pas, j'avais peur d'en parler à ma mère. Et sachant que pour ma mère, j'ai toujours eu des petits soucis moins importants que les siens, évidemment. L'emprise fait ça et je ne voulais pas l'embêter et je ne voulais pas avoir cette conversation avec elle. C'était pas du déni parce que d'être appareillé toutes les nuits, on peut pas être dans le déni hein, vu le bruit que ça fait. Mais peut-être un déni vis-à-vis de ma mère. Par rapport à mes collègues de travail et mon patron, je ne voulais pas. J'ai vraiment vu ça comme une faiblesse. Donc là, je ne voulais pas en parler. Mes amis, j'en avais pas beaucoup. Certains l'ont su et mon conjoint, quand j'étais appareillée, m'a quitté à ce moment-là, le conjoint du moment. Ce qui n'a été non plus pas facile hein, de se retrouver célibataire et appareillée pendant les fêtes. Donc encore une fois, je finis en pleurant chez maman. Donc je suis retournée je suis retournée chez ma mère, tout lui avouer pour mes soucis de santé, que j'étais appareillée. Et ce soir-là, comme les choses ne vont non plus jamais seules, hein, ça a été une décision très dure d'aller lui en parler. Et ce soir-là, elle n'était pas chez elle et elle ne répondait pas au téléphone. Chose qui ne lui arrive jamais, mais voilà, avec les ruches, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Pas de stress, j'étais arrivée tôt, j'avais eu c'était sur mon jour de repos, j'avais peut-être fait le service du midi, mais de suite après le service du midi, j'étais partie pour passer mon repos chez ma mère. Et du coup, elle n'était pas là, et j'attendais dehors, enfermée dehors, et elle n'arrivait pas. Et la nuit a commencé à tomber, donc je suis allée chez une voisine. Je commençais un peu à m'inquiéter, puis j'avais de moins en moins de batterie, et je voulais quand même savoir si elle allait rentrer ou pas. Enfin, elle aurait pu peut-être avoir un homme, dormir chez quelqu'un, ça lui était jamais arrivé, pas que je sache, mais ça aurait été possible que ça tombe ce moment-là, parce que je n'avais pas prévenu de ma visite. Et en effet, elle a eu un souci, un brouillard, elle était allée sur un nouveau rucher, c'était complètement perdu et plus de batterie, donc elle était rentrée à pas d'heure, elle avait vu mon mot sur la porte, donc venue me récupérer chez la voisine. Et du coup, je n'en ai pas parlé le soir même, je lui en ai parlé le lendemain. Et j'ai pas eu... Enfin, ok, tu veux que je vienne à ton prochain rendez-vous. Je m'attendais à pas grand-chose, mais voilà, j'étais dans la peur d'avoir un cancer de la gorge, donc il fallait que j'aille voir un spécialiste pour faire le mot cytoponction. Lui, je l'ai pas oublié par contre. Et quand j'ai vu la taille de l'aiguille qui est rentrée dans ma gorge, je ne l'ai pas oublié non plus. Mais voilà, ma mère, moi, si tu veux que je t'accompagne, je t'accompagnerai. Donc évidemment, dit comme ça, on ne demande pas d'être accompagnée. Donc c'est quelque chose que j'ai dû gérer seule. Et une amie de longue date est réapparue dans ma vie. Soudainement, elle est passée dans le coin et elle m'a vue dans mon désarroi. Elle connaissait ma relation avec ma mère parce que ce qui est marrant, c'est que mes amis, les vrais amis d'enfance qui nous ont vus grandir, qui nous ont pas quittés des yeux, puis merci les réseaux sociaux hein, quand même, cette génération où même si on part quelques années sans se voir, on peut se retrouver comme si on n'était jamais parti. Ils ont toujours vu l'emprise que ma mère avait sous moi. Peut-être qu'ils m'ont dit, peut-être pas, mais en tout cas, je ne l'ai pas entendu et je n'aurais pas entendu. C'est typique des personnes sous emprise. Et là, donc cette amie, donc Johanna, qui a été un rayon de soleil dans ma vie à ce moment-là, m'a pris un peu sous son aile en me disant mais Lucille, tu peux pas vivre ça comme ça toute seule, c'est pas possible. Je vais être là pour toi. Elle avait pas de conjoint, elle avait rien, donc prête à mettre sa vie entre parenthèses pour ouvrir une nouvelle parenthèse avec moi. Et c'était une des plus belles choses qu'on puisse faire au monde et donner à quelqu'un. Et du coup, elle m'accompagne à un fameux rendez-vous où je ne savais toujours pas le pourquoi, hein, mais mon dossier médical est affolant et on a fait pas lire plus d'un, mais je ne savais toujours pas le pourquoi. Par contre, je savais que malheureusement ça s'aggravait
on m'a sous-entendu qu'il fallait profiter de la vie maintenant. Et je me souviens que le médecin parlait, que Johanna écoutait et que moi je regardais ses yeux. Et juste pour me calmer et pas stresser et retenir juste ce que j'avais envie de retenir. Donc voilà, ça a été le scénario catastrophique que ma mère a pas voulu entendre non plus, même si mon amie était là pour lui expliquer. Et du coup, elle me dit, bah, viens, on retourne en Suisse, tu connais la Suisse, on peut trouver quelque chose en Savoie, Haute-Savoie. On va travailler, on va mettre plein de sous de côté, on va partir faire le tour du monde parce que elle me connaissait, je rêvais de voyage, j'avais envie de liberté, je comprenais dans la gravité des choses le déni de ma mère, que je ne voulais pas vivre ça et que je voulais partir le plus loin possible et juste profiter de la vie et penser à moi. On prend cette décision le mercredi, un mercredi soir évidemment. Le jeudi matin, je pose ma démission sans préavis, sans rentrer plus dans les détails par rapport à mes soucis de santé que j'assumais pas, que j'avais pas envie, ils méritaient pas que je leur parle et ça je l'avais compris. Du coup, je donne ma démission à mon travail, je donne ma démission d'appartement et je fais une journée porte ouverte pour vendre le maximum de choses de chez moi, partir avec rien. Et le samedi même, je me souviens, j'avais fait la grosse soirée en boîte de nuit, sans expliquer aux gens parce que je n'avais pas envie de la pitié et je commençais à réaliser grâce à Johanna que ce que j'avais toujours attendu des gens, je l'avais jamais eu et que ceux qui auraient pu me le donner, l'ont pas fait, c'est que c'était comme ça. Du coup, je voulais pas leur donner cette faiblesse et leur expliquer pourquoi. Je voulais juste partir. Faire ma vie de mon côté, vivre mon aventure et me détacher de tout ce que j'avais pu construire. Et donc j'avais fait cette soirée bien arrosée en boîte de nuit et devant la boîte de nuit le dimanche matin il y avait les puces ou le vide-grenier et j'avais fini de me débarrasser de toutes mes affaires à ce vide-grenier, donc un maximum de choses. Et le lundi matin, j'avais loué un gros camion à Leclerc parce que j'avais une moto et une voiture. Donc de partir de la France, du sud de la France à la Suisse, c'était compliqué le déménagement en moto. Du coup, j'avais pris ce camion où j'avais chargé ma moto du coup et quelques-unes de mes affaires. Donc j'ai fait l'aller-retour en une journée. Alors le nombre de kilomètres est juste énorme, hein. Je crois que c'est 330 kilomètres. Donc parti très tôt le matin, on est rentré le soir à minuit et demi, 1h du matin. Du coup, j'avais laissé toutes mes affaires et le mardi, je suis repartie plus légère dans ma voiture. Je suis revenue là où je suis aujourd'hui. Entre-temps, ma meilleure amie a trouvé un chéri. Et leur relation se passait super bien et je sentais que inconsciemment pour elle, quelque chose la retenait de faire ce voyage avec moi et d'un autre côté, je n'avais pas envie de lui imposer. Et comme toutes les belles amitiés ont aussi une fin, Johanna a commencé à à avoir une petite emprise aussi sur moi, à me bichonner alors qu'elle était plus jeune que moi. J'avais toujours eu le rôle de grande sœur un peu avec elle. Et là, les rôles ont changé. Elle s'est mise à tout contrôler. Mais mon dossier médical parce que les infirmières venaient toujours pour me régler les appareils, tout ça, et j'avais des soucis. J'ai trouvé un autre boulot du coup et au travail ça se passait pas très bien, encore un problème d'emprise, mais pas avec le patron qui pour le coup a été le meilleur patron au monde, mais avec le maître d'hôtel, donc la personne qui était au-dessus de moi, qui me faisait du harcèlement sexuel, alors sans toucher. C'est peut-être ça aussi qui a fait que j'ai mis longtemps à prendre des clics de toutes ces difficultés, c'est que je connaissais les choses graves, mais je ne connaissais pas cet intermédiaire. Cette peur, cette boule au ventre, les petits messages qui n'ont pas lieu d'être, ces petits gestes, qui sont du harcèlement. Et ça a commencé de suite avec cette personne. Et du coup, Johanna a vraiment voulu... alors, c'est pas quelqu'un de méchant, hein, pas du tout. Hein, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup pour moi et je lui ai laissé cette place. Elle a prise. C'est un concours de circonstances, mais elle a vraiment pris le contrôle de ma vie. Et d'un autre côté,
Je me suis jamais sentie aussi seule parce que elle était là et après elle était avec son chéri et on faisait pas un couple à trois, donc il y avait forcément des moments où j'étais seule et où je m'étais qu'on vivait en colocation avec Johanna et mais elle vivait aussi en colocation avec son chéri, donc elle était un peu avec moi, un peu avec lui, mais toujours à vouloir un peu contrôler ma vie. Et vu que je n'avais plus du tout confiance en moi, que j'avais peur, ça m'allait bien d'avoir quelqu'un qui me voulait du bien et qui était là pour m'aider à prendre certaines décisions à ma place. Donc c'est resté comme ça pas mal de temps. Au niveau du souci de santé, il n'y a pas spécialement d'évolution parce que les rendez-vous médicaux sont très très longs. Au niveau de la santé, pas spécialement d'évolution. Ça avance. Il n'y avait pas de guérison possible, donc il n'y avait pas de. C'était juste du suivi en fait, les infirmières qui faisaient des va-et-vient, mais je ne savais toujours pas pourquoi. Hein. Juste que j'avais un cancer. Alors c'était des glandes cancéreuses sur les amygdales qu'il fallait me retirer, et du coup, quand ça n'allait pas, je gonflais. Et c'était assez impressionnant d'ailleurs, ces moments. Et du coup, ça m'arrivait au travail, ça m'arrivait... ça pouvait être un ongle qui se casse ou l'accumulation, et puis dans le service, la pression est déjà pas mal. Et en plus de ça, avec du harcèlement par-dessus, c'était costaud. Donc ça m'arrivait assez souvent d'être ramassée par les pompiers, hospitalisée. Même dans les hôpitaux, il n'y avait pas de solution, quoi. Ils avaient mon dossier médical, ils me mettaient sous cortisone et hop, retour à la maison. Donc ça a duré comme ça quelques temps et moi j'ai commencé à me sentir un peu seule, c'est vrai, mais je me sentais seule, mais aucune envie de rencontrer quelqu'un, vu que clairement je vais mourir. Donc je sais pas quand, mais bientôt. Donc je vais pas rencontrer quelqu'un. Et de toute façon, j'avais Johanna qui était là pour moi. On mettait bien des sous de côté. Toujours cette envie de voyager. Mais voilà, on avançait un peu bêtement. Et un jour... ça arrivait en tant que serveuse, mais ça m'arrivait de me faire draguer un peu sur mon lieu de travail. Et c'est quelque chose que je détestais. J'étais pas là pour ça et j'avais pas le temps. Et en plus, je puais la frite. Enfin, c'était mais pas possible de me faire draguer. Non, non, non. Je rentre chez moi, me pouponner un petit peu, me parfumer quand même. Mais ouais, ça m'arrivait de me faire draguer sur mon lieu de travail, ce qui avait le don d'agacer du coup mon responsable qui avait envie d'avoir cette emprise sur moi. Alors il s'est jamais rien passé avec lui, la différence d'âge, et mais alors c'était pas du tout mon style, et en plus de ça il était en couple, hein. Donc c'était vraiment déroutant, mais je n'avais pas du tout envie de draguer, d'avoir une relation sérieuse, et j'avais pas le temps pour les coups d'un soir non plus. Et un jour, il y a quelqu'un qui me laisse le cliché pas possible, qui laisse son numéro sur le set de table. Et je vois qu'il était tout gêné, tout embêté, mais hors de question de rappeler ce numéro. Et je m'en souviens parce que même si ma mère, j'ai toujours été quand même présente pour ma mère, on s'appelait énormément, même si elle était dans le déni, qu'elle comprenait pas, que c'était un peu des conversations à sens unique. Mais je l'appelais, puis je lui avais raconté, il y en a encore un qui m'a laissé son numéro, mais je peux pas l'écrire sur mon t-shirt que je vais bientôt mourir, qu'on me foute la paix. Mais même c'était peut-être mon défaut de le prendre aussi un peu à la rigolade des fois, mais c'était aussi pour faire des électrochocs à ma mère qui ne fonctionnaient toujours pas. Mais voilà, ce jeune homme m'avait laissé son numéro. Physiquement, c'était pas spécialement quelqu'un qui me plaisait ni qui me plaisait pas. J'étais tellement pas dans l'optique de me caser que c'était un homme parmi tant d'autres. Et puis un jour, il est revenu manger, mais je l'ai pas reconnu. Et ce jour-là, j'étais pas au service et mon responsable n'était pas là parce que c'était moi qui étais à la caisse et derrière le bar. Et au moment de payer, je l'ai pas reconnu. Enfin, on brassait énormément de monde, on avait beaucoup d'ouvriers qui venaient manger le midi, et je regardais pas spécialement les hommes. Et il vient à la caisse et là, tout gentil et tout, mais mal à l'aise et rouge comme une tomate, mais je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire caca? Enfin, qu'est-ce qui se passe, quoi? Enfin, je comprenais pas pourquoi cet homme que j'allais encaisser, parce que là, j'étais vraiment dans le rôle
J'encaisse les gens, je leur donne la note, ils me payent, bonjour, au revoir, merci. Vous oubliez pas le pourboire. Mais voilà, je comprenais pas pourquoi il était tout gêné d'un coup. C'était un établissement où ça se passait bien, les clients ne se plaignaient pas, il y avait vraiment pas lieu d'être gêné face à moi. Et là, il commence à articuler que il avait laissé son numéro la dernière fois et que j'avais pas rappelé, et du coup qu'il voulait savoir si je l'avais vu ou si que j'étais pas intéressée. Et de voir, mais ça se voyait qu'il faisait un effort surhumain pour parler à une personne qui lui plaisait, ça se voyait que je lui plaisais vraiment. Et quand je suis arrivée ici, j'avais cet accent du sud encore qui plaisait énormément, c'est vrai, je l'ai perdu avec le temps. Et je voyais que je lui plaisais vraiment et que c'était pas son habitude de draguer comme ça par hasard. Du coup, je me suis dit, bah allez, pourquoi pas, je verrai. Donc il me relaisse son numéro, évidemment je ne me rappelais pas du mien, fait exprès, je voulais me laisser la réflexion, et puis c'était pas le moment. Il y avait un gros côté touchant, et je crois, j'ai eu de nombreuses expériences amoureuses avec des hommes, et j'ai fait des longues relations, j'ai eu plusieurs relations de 3 ans, des petits intermédiaires pour se chercher, histoire de jamais être seule, vu que... J'avais pas confiance en moi et que j'avais toujours besoin que quelqu'un m'accompagne. Mais là, non, j'étais décidée de pas rencontrer quelqu'un et surtout de ne pas faire souffrir quelqu'un. Je ne voulais pas qu'on s'attache à moi pour pas leur faire souffrir. Donc je suis même rentrée dans un rôle de méchante fille pour pas faire souffrir les gens. Ce qui était complètement débile. Et du coup, je me dis, mais bon, j'étais toute seule, pourquoi pas avec ce jeune homme, peut-être un soir, ou peut-être plus, peut-être qu'il peut comprendre, je ne sais pas. Et puis cette maladie qui évoluait pas, enfin cette maladie qui n'en était pas une, qu'on n'appelait pas maladie, qu'on n'appelait pas du tout, du coup, parce que je n'avais pas de réponse quand même. Mais voilà, je mets ça entre parenthèses et je décide de faire ce premier rendez-vous, que je l'invite directement chez moi et je lui parle directement de ce souci qui le freine pas du tout. Et on a couché ensemble et c'était fort bien, mais c'était pas du tout de mon habitude, ni de la sienne d'ailleurs, mais c'est toute notre relation, toute notre vie, parce que c'est l'homme de ma vie. Ça s'est bien passé. Du coup, on s'est revus. Et ce qui est marrant, c'est que moi, je jouais un rôle du coup pour pas trop qu'on s'attache. Et du coup, je montrais mes aspects négatifs. Et lui, il n'en tombait que plus sous mon charme et je jouais un peu la fille superficielle alors que je ne suis pas du tout. On faisait ces rendez-vous, il avait une petite camionnette menuisier, donc pleine de poussière avec son short de travail et ça me dérangeait pas. Alors que je jouais ce rôle de fille superficielle et non, je me sentais enfin moi-même parce que j'avais montré de suite tous mes aspects. Et lui, il les a appréciés, il les voyait, il m'écoutait et c'était juste incroyable ce début de relation. Le plus beau début de relation que j'ai jamais eu. Par contre, je voyais dans ses yeux, quand il me regardait, je me revoyais moi et je me suis dit mince, on a inversé les rôles. C'est lui la fille et c'est moi l'homme. Non, mais t'attaches pas trop vite, fais attention. Et lui, il me regardait comme s'il allait fondre et c'était frustrant parce que jamais on m'avait regardé comme ça et c'était tellement ce qui m'était arrivé des dizaines de fois que moi je tombais amoureuse de suite et j'en souffrais et je voulais lui dire mais non mais fais pas ça, mais il m'écoutait pas et puis c'était lui l'homme et c'était assez marrant. Et on a continué notre relation avec le harcèlement sexuel qu'il a vécu lui aussi, les messages à pas d'heure, enfin voilà, puis du coup il s'est montré un petit peu plus présent dans ma vie, sur mon lieu de travail et c'était chouette, c'était rapide, mais c'était chouette et pas d'emprise. Cette fois-ci, j'avais le contrôle justement. Je me suis mis dans la peau des personnes que j'avais pu rencontrer, mais sans vouloir lui faire du mal, bien sûr. Et je voyais qu'il tombait amoureux, il commençait à me présenter à ses parents. Enfin, son père se levait tôt le matin, du coup, il fallait que je me lève encore plus tôt pour pas qu'il me voie. Mais son père a compris à qui il avait affaire. Du coup, il y a eu un matin où j'ai pas pu passer entre les mailles du filet, où du coup, il m'a invité à l'apéro le soir même. Mais c'était délicat parce que cet homme, qui était un petit peu plus âgé que moi, donc Romain, mon conjoint, vivait au-dessus de chez ses parents.
Du coup, c'était aussi un frein où je me suis dit, mais je me sors de ma relation avec ma mère, c'est pas pour tomber avec le petit-fils à papa-maman, où c'est maman qui fait à manger, qui fait le linge et qui fait tout. Il avait une grande sœur qui habitait juste à côté. Je me suis dit, oula, c'est quoi ça? Parce que moi, la famille parfaite, je connais pas, j'y crois pas, où je tombe, mais où je vais. Mais finalement, tout le monde était à sa place et c'était incroyable. Mais où est le défaut dans cette petite vie que je me freinais d'avoir parce que j'allais mourir. Mais mon conjoint n'était pas du tout un petit fifi sa maman. Il s'entend très bien avec sa famille, mais il est autonome. Il passe l'aspirateur, il fait à manger. Alors pas à mon goût, mais ça c'est personnel. Mais un homme qui fait à manger, qui fait son linge, il sait se nourrir. Il a un chat qui s'occupe très bien de son chat. Sa maison, elle est toujours propre, agréable, même quand on vient à l'improviste, je précise. Donc non, cette relation qui débute, mais à la perfection, et moi qui freine. Et cet appareillage qui me fatigue, c'est l'équivalent, donc on a nous les femmes des sacs à main, et cet appareil que je dois me trimballer, du coup, pour un coup dormir chez lui, un coup revenir dormir chez moi. Donc cette petite valise qui me suit au quotidien tel un boulet, clairement. Et les choses ne s'arrangent pas parce que je continue de me faire hospitaliser. Quasiment une fois par mois, je suis hospitalisée en détresse respiratoire, carrément. Du coup, c'est vrai que ça fait peur et là, je rencontre du coup dans ma belle famille des personnes qui s'intéressent et qui veulent m'aider, qui veulent comprendre, qui veulent m'apaiser. Et j'avais vraiment très peur parce que Romain sortait d'une relation. Ça faisait 1 an qu'il était célibataire, mais avec son premier amour avec qui il avait vécu pendant 7 ans. Du coup, c'était vraiment l'opposé, mais c'était tellement attirant. Tout était attirant. Lui qui aimait la simplicité et qui avait pas, qui était tombé amoureux peu de fois, sa famille où tout le monde était à sa place, ou dans l'entraide, le côté famille que j'avais jamais eu, et je ne voulais pas être là pour la famille, j'étais là pour Romain, et tout le monde était très présent, c'était assez bizarre, et heureusement que j'avais ma moto à ce moment-là. Pour évacuer et profiter, mais même en moto, je sentais que je commençais à m'apaiser, je perdais de mon agressivité, de mon envie d'aller découvrir mes limites. Je commençais à m'assagir et je commençais à m'éloigner aussi de ma mère. Jusqu'au moment où Romain en a eu marre de pas avoir de réponse, de me voir autant souffrir, où il m'a demandé un service, c'était d'aller voir son médecin généraliste qui était vraiment très très bien, juste pour avoir un autre diagnostic et pour pouvoir être présent, lui, si j'étais d'accord, bien sûr, il me l'a pas imposé, mais qui voulait écouter, qui voulait savoir. Et moi, c'est vrai que j'avais vu tellement de médecins, tellement de spécialistes pour rien. J'avais de la haine envers le corps médical parce que c'était un scénario pas possible et du coup, j'ai accepté. Et là, son médecin, je suis venue avec mon dossier médical, je crois quand même, comme ça on perdait pas le temps pour rien. Et j'étais un peu dans l'optique, mais ça va rien donner, ça servirait à rien. Pourquoi elle, plus qu'une autre, saurait, surtout une petite médecin de campagne, qu'est-ce qu'elle pourrait face aux généralistes, pneumologues, cancérologues, cardio aussi, j'ai vu aussi des médecins en cardio. Et là, elle me met donc sur la petite chaise longue, là, la petite table d'auscultation. Vu que le souci, je savais que ça venait de la gorge, elle me fait ouvrir la bouche. Et là, elle a eu un moment de recul. Et elle revient. Elle recule, elle revient. Mais qu'est-ce qu'elle fait dans ma bouche? Et là, je sens qu'elle panique. Et sans rien dire, elle retourne derrière son bureau. Elle lit, et elle nous dit rien. Et je sens qu'elle est pas bien. Et on comprenait pas. Et c'était... Mais il y a une caméra cachée. Qu'est-ce qui se passe? C'était vraiment incroyable. Et en fait, au bout d'un moment, un long moment qui m'a semblé vraiment interminable, elle se met à parler en me disant, écoutez, je veux pas vous faire des faux espoirs. Je connais un médecin ORL, je vais lui demander un rendez-vous d'urgence parce que moi j'ai l'impression que si on vous enlève les amygdales, vous aurez plus jamais de soucis de santé. Et non mais sérieusement,
Ça fait 3 ans que j'ai dans la tête que je vais mourir et vous me parlez qu'il faut juste enlever mes amygdales. Je sais pas si je dois rire ou pleurer. Je ne sais pas si j'ai ri ou pleuré. Je sais que Romain était tellement positif que lui, il a vu le côté positif. Et vraiment très rapidement, parce que les spécialistes, ça met des mois et des mois à être vu. Mais peut-être dans la semaine ou dans la quinzaine qui a suivi, j'ai eu ce rendez-vous avec ce médecin où on m'a fait une nasoscopie. Et j'avais retrouvé cette lueur d'espoir en moi. Et du coup, on fait une nasoscopie, on a refait une étude d'apnée du sommeil, et là, le verdict tombe. On va m'opérer en urgence des amygdales, et si tout va bien, on fera un test d'apnée du sommeil après, mais je ne devrais plus avoir de soucis de santé. Donc là, je décide d'en parler à ma mère, et là, c'est l'opération des amygdales qui me fait peur. Alors que j'ai cet espoir, donc c'est mais d'un ridicule pas possible, mais je le dis à ma mère, et là je sens ma mère qui est présente pour moi et qui va même jusqu'à culpabiliser parce que plus jeune, j'ai toujours eu des problèmes d'angine et des problèmes de gorge, et elle, d'elle-même, a refusé toutes les demandes d'opération que les médecins pouvaient me proposer. Du coup, elle s'est mise à culpabiliser, du coup à être présente pour moi, à tout faire pour se faire pardonner. Elle a eu un déclic incroyable, et j'ai décidé de reprendre contact aussi avec mon père, que je ne parlais plus depuis qu'il avait pris parti pour mon frère à tort, et d'autres petites difficultés qu'il avait eu de son côté. Je ne lui avais plus parlé, mais je reprends contact avec lui, et puis en plus j'habite la région où lui a grandi, donc comme quoi pas de hasard dans la vie, que des rencontres, et j'arrivais au carrefour personnel, professionnel de ma vie en fait, clairement. Donc je subis cette opération, je me fais opérer, donc drôle d'opération, les amygdales pour un adulte, mais tout se passe bien. Je mets longtemps à retrouver l'usage complet de la parole. Certaines lettres ne ressortaient pas, j'avais un peu l'impression d'être une handicapée, mais je sentais que c'était que quelque chose de nouveau allait s'ouvrir à moi. Et j'ai mis fin, du coup, après cette opération, à mon harcèlement. J'ai dit les choses et j'ai eu envie de vivre, mais de vivre. Et à travers toute chose, je me suis mise à voir le positif. Et ma belle-sœur m'a énormément apporté, je l'ai peut-être jamais dit, mais elle a 3 enfants, et du coup les enfants ils sont en week-end, ils ont leur mercredi, et il y a ces goûters en famille, et il y a ces sorties roller, ces sorties vélo, ces restaurants, ces balades en tout genre, ces visites à la ferme qui me font monter les larmes. C'est des choses toutes bêtes de la vie, mais que je n'avais jamais vécues. Et j'avais le temps, parce que mon chéri menuisier avait le temps lui aussi les week-ends, et pendant cet arrêt maladie d'opération, du coup, que je m'étais jamais posée en fait, je n'avais jamais pris de vacances, j'avais enchaîné les CDD, et je me suis mis à vivre après cette opération. Je me suis détachée du harcèlement, et j'ai eu envie de continuer de profiter, de voir mes neveux qui m'ont adoptée, même si leur ancienne Tati était encore présente. Ça, c'était pas facile, mais j'étais tellement déterminée à faire le bien et de le vivre bien, que c'était ok, c'était normal. Une personne, elle a été là dans la vie 7 ans, elle peut pas s'effacer comme ça en claquement de doigts, et puis c'est pas le but. Et ces enfants qui m'acceptaient, pareil, ma belle-sœur qui m'acceptait, mes beaux-parents qui faisaient des éloges alors que je n'avais plus d'estime de moi, enfin c'était vraiment le chaos, et j'ai eu cette envie de profiter de la vie, et du coup de ne plus fuir et de ne plus faire le tour du monde, mais juste d'être là à savourer l'instant présent et de vivre, c'est le mot. Du coup, il fallait que je trouve une solution professionnelle, parce que dans la restauration, c'était voilà, mon arrêt maladie arrivait à sa fin. Et je voulais vivre, j'étais prête à tous les changements, j'ai regardé à droite à gauche pour des formations, chose que ma mère ne comprenait absolument pas en parallèle, parce que j'étais bonne qu'à ça. Voilà, J'avais fait ça que toute ma vie, et c'est pas à 25 ans qu'on change les choses, donc si c'est comme ça, et pas autrement. Et je commence à me rendre compte qu'elle est jalouse
Et c'était son schéma à elle et pas le mien, pas la vision de ce que je voulais et pas ce que j'apprenais sur la vie en voyant cette petite famille parfaite qu'il est toujours, encore une fois, parce que chacun sait rester à sa place. Donc vraiment, c'est pas parce que nous, on a eu des difficultés dans nos familles qu'on ne peut pas trouver le bonheur chez les autres et il existe. Je pourrais dire avec des hauts et des bas, mais au fond de moi, je le pense pas. J'ai la belle famille parfaite parce qu'ils restent chacun à leur place, ils s'entraident et j'ai vu des bas quand même, mais c'est même pas 0,5% de leur quotidien, donc c'est rassurant de voir de la stabilité. Romain, lui, a toujours su ce qu'il voulait faire et il fait ce qu'il a toujours voulu en étant épanoui. Je me retrouve vraiment dans un endroit. Mon frère, j'ai essayé de reprendre contact avec lui, mais mon frère appelait ça une secte, hein. Il a dit que j'étais dans une secte carrément avec ma belle famille parce que j'étais heureuse et que je n'avais plus de problèmes de santé. Mais voilà, donc ma mère comprenait pas et finalement je trouve un job toujours en restauration mais avec les personnes âgées. Du coup ce qui était chouette c'était que soit j'étais de matin soit j'étais de journée et les personnes âgées ils mangent tôt le soir pour les vite regarder les informations. Du coup je mangeais tous les soirs à la maison. C'est quelque chose d'important à dire parce que quand on est dans la restauration, on ne mange pas chez soi et quand on a un conjoint qui est menuisier, donc les horaires vous pensez bien, le week-end je travaille, le soir je travaille, on se voyait très peu mais on faisait énormément de sacrifices tous les deux pour arriver à construire notre belle relation. Et du coup, je trouve ce fameux poste, donc un week-end sur deux. Mais voilà, au niveau des horaires, je crois que c'était soit je faisais 7h30, 15h30, ou alors 12h30, 20h. Quelque chose comme ça. Donc c'était royal quoi pour la restauration. J'avais certes qu'un week-end sur deux, mais je profitais de mes week-ends. On faisait beaucoup d'activités et moi qui n'avais jamais souhaité avoir d'enfants, je me découvrais à adorer ma vie de tati. Ça a été plus qu'un déclic pour moi, une vocation, ça a été une révélation, mais qu'est-ce que j'aime mes neveux. Bon, ils ont de quoi être aimés aussi, hein. Tout se passe bien. Et là, du coup, mon conjoint, donc son atelier qui était vraiment dans ce haut de petit village, donc il va faire en effet très secte. On vivait au-dessus de chez mes beaux-parents. En face, il y avait la maison de la grand-mère qui était décédée, mais l'atelier de mon conjoint. Et encore en face, la maison de ma belle-sœur. Donc ça fait vraiment... ouais, vaut mieux s'entendre avec la belle famille, hein. C'était ça passe ou ça casse. J'ai eu de la chance, c'est passé. Et là, du coup, mon beau-père qui décide de donner la maison de sa maman à son fils, donc à mon chéri, pour qu'il puisse faire son habitation. Et vu que c'était attenant avec son atelier, et là Romain ne parle pas de sa maison mais de notre maison. Donc là je commence à prendre peur, à lui dire t'as quand même fait 7 ans de ta vie avec une fille, t'es pas allé aussi loin, moi je viens d'arriver, ok tu m'as sauvé la vie, mais de là à m'offrir une maison, ça va pas être possible quoi, il est hors de question que je profite de la situation. Non non non, et son père qui insistait par-dessus. Du coup, j'ai eu ce besoin de montrer que j'étais pas là pour me servir et profiter et partir quand bon me semblait. Du coup, je commence à parler du Pacs avec mon conjoint et de commun accord, on décide de se paxer pour s'engager l'un envers l'autre et envers nos familles aussi. Et ma mère, qui a un petit héritage de son papa, nous fait faire de suite un contrat, alors que c'était logique pour nous, c'était le but de ce Pacs, de montrer à mes beaux-parents que je ne voulais aucun droit de propriété sur la maison et que tout était bien clair pour tout le monde et j'avais besoin de dire les choses pour profiter et tout le monde allait dans mon sens, donc c'était chouette. Et ma mère qui tenait absolument à son contrat, mais au niveau professionnel ça va bien aussi, je me sens bien et on propose le poste de responsable du coup, donc de monter en grade et donc voilà. Tout va bien dans ma vie, c'est génial et on part en vacances, on profite de la vie et c'était mon anniversaire du coup il y a 3 ans. Heureuse nouvelle pour mon anniversaire, c'était pas prévu mais je suis enceinte. 1 an de couple, tout juste,
Ok, on est parti sur la maison, mais là ça va être un petit peu vite. Et pour vous dire, j'en ai même pas parlé à Romain. J'avais déjà pris rendez-vous pour la prise de sang et pour le médecin généraliste, sans savoir est-ce que je vais le garder ou pas. Juste, action-réaction, je prends les rendez-vous, j'enchaîne et là je me dis bon bah il va falloir le dire à Romain. Et je savais vraiment pas. Je voulais pas d'enfant, je savais que lui en voulait. J'ai un test positif, c'est le jour de mon anniversaire aujourd'hui, mais voilà, c'était lundi, les pharmacies, j'avais bossé le week-end, c'était voilà, concours de circonstances, ça tombe le jour de mon anniversaire, ça aurait pu être un autre jour, c'était le déroulement qui se passe comme ça, et je me pose pas la question si je le veux ou pas, j'enchaîne vraiment à prendre les rendez-vous, et là je me dis, bon ben il va falloir que j'appelle Romain, et s'il le veut pas, est-ce que j'ai envie de mettre fin? Est-ce que j'ai envie de l'assumer toute seule? Et j'en suis à quoi en fait? Parce que j'avais eu du retard, mais dans mon travail, j'avais énormément de pression et la restauration reste un stress, même si c'était positif, que ça se passait bien. Ça m'arrivait d'avoir du retard de règles, hein, donc je m'y attendais pas. C'est même mes collègues de boulot qui m'avaient un peu poussé à faire ce test. Enfin, je parle à Romain, 10 000 questions dans ma tête. J'avais très très chaud. Et là, je lui envoie un message, je lui dis tu peux venir s'il te plaît? Et il me dit là maintenant de suite? Oui, mais ça peut attendre ou pas? Non. Du coup, je pense que dans la tête à Romain, il a dû se faire un 360 aussi. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est pas mon genre parce que je sais que c'est flippant de dire Romain, faut que je te parle. c'est je c'est compliqué et là je me dis mince et puis mince s'il veut comment je lui annonce quoi je sais pas et là je vois sur ma coiffeuse juste en face des toilettes une boîte d'un bracelet et où le test de grossesse passait à la perfection dedans. Je dis oh bah allez ça peut être sympa si c'est positif pour lui de bien le prendre et là il arrive et mon cœur bat mais à 10 000. Je crois que c'est le moment le plus dur de ma vie et le moment où les mots ont le plus de mal à sortir. Je ne sais pas par où commencer et je suis d'instinct aussi à pas trop préparer non plus parce que je sais que tout ne se passe jamais quand on veut. J'aime bien aller au feeling comme ça, allez hop, on saute dedans. Mais scénario catastrophe, je lui dis tu devrais t'asseoir. Donc là en plus je le vois se décomposer encore plus, mais je peux pas lui dire comme ça non plus. Je ne sais plus. Qu'est-ce que j'ai dit? Si j'ai tourné autour du pot ou pas. Je lui ai donné la boîte, il a ouvert, il m'a regardé, il a regardé la boîte. Et là, il a dit, je vais être papa. Et je pense que ça veut tout dire. C'est pas le, de quoi t'es enceinte? Il est de qui? Non, c'est, je vais être papa. C'est de suite le gars qui, j'ai senti qu'il, voilà, c'était le premier pas et lui c'était sûr, il va être papa. Il veut être papa, donc s'il le dit comme ça. Donc incroyable, lui il veut. Mais moi, mais moi, est-ce que je le veux? Je voulais pas d'enfant. Mais c'est tellement chouette en fait d'avoir cette petite vie parfaite et d'avoir cette bonne nouvelle, donc pourquoi pas. Et je lisais à ce moment-là, j'avais lu quelque chose qui disait que c'était les enfants qui choisissaient de venir dans nos vies et pas les parents qui choisissent d'être parents. Et j'avais ça dans un coin de ma tête qui revenait. Je me dis mais ce petit être veut rentrer dans nos vies maintenant, veut nous donner notre chance d'être parents, donc allez on y va. Et là je dis à Romain mais il faut que je le dise à quelqu'un, je peux pas le garder pour moi, c'est pas possible, j'ai besoin de conseils, j'ai besoin de... Oh, mais qui c'est qui va m'aider? Je comprends qu'il faut pas le dire à tout le monde, et hors de question que je le dise à ma mère, mais il fallait que je me confie à quelqu'un. Du coup, là, la figure maternelle évidente qui s'est imposée à moi, qui était présente, c'était ma belle-sœur et du coup bah, ça tombait bien, c'était mon anniversaire. Du coup je lui demande si je peux passer ce soir boire un coup, enfin lui parler vite fait. Donc surprise, mais pas de souci, tu viendras ce soir. Et je lui demande de venir quand les enfants sont couchés. Quand je dis des trucs comme ça, elle sait que ça va être quelque chose d'énorme, je pense. Et du coup, donc, on arrive chez eux, les enfants sont couchés, on est dans le canapé, tout ça. Romain stresse beaucoup. Je le vois plus stressé que moi, et moi, j'avais juste envie, alors oui, d'avoir quelqu'un dans la confidence, mais j'avais envie de
partager ce moment de bonheur avec quelqu'un qui le méritait. Donc qui de mieux que ma belle-sœur et de mon beau-frère. Et du coup, là pour le coup, j'étais pas préparée, mais alors c'est sorti tout seul. Je lui dis, Sandrine, je suis enceinte et on veut le garder. Là, j'ai vu sa joie et ses larmes. Parce que c'est quelqu'un de très expressif aussi. Et j'ai vu ses larmes de joie et ce bonheur se dessiner sur son visage, mais je le revis là en ce moment ralenti dans ma tête. Et mon beau-frère, lui, ni chaud ni froid, il s'est levé, il est allé aux toilettes. Donc entre-temps, ma belle-sœur me fait un gros câlin et mon beau-frère n'était pas allé aux toilettes pour faire ce qu'on pense faire. Il est allé chercher un magazine qu'il a tendu à Romain en disant voilà, maintenant c'est pour toi. Et c'était le magazine Vie de famille. Donc c'est drôle et ça ressemble énormément à mon beau-frère. Mais sur le moment, je me suis dit mince, est-ce qu'on n'est pas allé trop vite? Enfin, qu'est-ce qu'il en pense? Et autant j'étais proche de ma belle-sœur, autant mon beau-frère, c'est mon beau-frère quoi. Pas proche de mon beau-frère, c'est mon beau-frère. Du coup, je m'attendais pas non plus à un câlin ou à quelque chose, je m'attendais à rien. Mais c'était marrant. Et en fait, il était super sensible et fier d'être tonton. Du coup, on attend la première échographie pour l'annoncer à mes beaux-parents, mais on n'attend pas trop parce que j'étais quelqu'un qui aimait bien prendre l'apéro et bien profiter. Et là, il fallait que je change. Du coup, je faisais encore la moto. Il fallait vraiment que je change mon quotidien et ça allait se voir. Et on préférait dire les choses et partager ce bonheur encore une fois. Du coup, on annonce à mes beaux-parents et là encore une fois, on propose un petit apéro sympathique dans le salon de jardin. Et là, c'est Romain qui a annoncé donc à ses parents que j'étais enceinte et qu'on allait devenir parents. Et immense joie. Première échographie, pas de zizi, ça va être une fille. Donc oui, une petite fille. Donc super, on commence à réfléchir au prénom. Non, pardon, je vais trop vite. J'ai parlé de mes beaux-parents, je n'ai pas parlé de ma mère. Il fallait bien à un moment donné que je l'annonce aussi à mes parents et pas par téléphone. Du coup, on prévoit les vacances pour descendre l'annoncer à ma mère. Et même si elle était très négative pour moi, j'avais ce besoin de l'avoir dans ma vie. Et elle allait pas bien, mais moi j'étais toujours déterminée à l'aider, triangle de Cartman, à avoir cette envie de sauver. Donc j'étais quand même toujours là, positive pour elle, même si elle n'était pas réceptive. Donc c'était vraiment important pour moi de partager ça aussi avec ma maman. J'avais énormément d'attentes, énormément d'espérance, et je savais que elle, c'était quelque chose qui lui tenait à cœur d'avoir un jour des petits-enfants. Et je savais qu'elle voulait participer à tout ça et que ça allait être une belle surprise pour elle, sachant que je ne voulais pas d'enfant et elle le savait. Mais voilà, du coup on planifie nos vacances, donc on descend et mes beaux-parents veulent se joindre à nous. Et ce qui est juste incroyable venant d'eux, parce que mon beau-père il est bien en vacances chez lui. Il n'est pas du genre à partir, à voyager, mais là voilà, il veut descendre. Il n'est pas en vacances du tout, mais là il descend et ça me fait vraiment plaisir mais c'est la première fois de ma vie que je suis aussi heureuse et aussi longtemps. Vraiment, je n'ai plus rien de négatif autour de moi et je me sens forte, je me sens bien, je commence à devenir une personne qui me plaît et je kiffe ça, j'y prends goût très très vite. Et donc voilà, j'avais préparé quand même un petit montage vidéo à ma maman sur ma tablette, donc avec une petite musique qui va bien et les photos, les premières choses qu'elle a loupées, et je m'étais même un petit peu enregistré quelques secondes en disant que c'était dur. Là tu vois, je viens de raccrocher au téléphone avec toi, j'ai sous-entendu que ça se voyait que j'étais pas bien, j'étais très très fatiguée au début de ma grossesse, mais c'était pas cool, mais c'était normal, c'était les nausées qui étaient vraiment très 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 fortes et un peu compliqué à gérer, mais la grossesse c'est vraiment, tout allait vraiment bien et c'était quelque chose de nouveau aussi pour moi, donc elle sentait que j'étais fatiguée. Du coup je lui disais je suis fatiguée mais je peux pas te dire pourquoi, c'était dur de te mentir, et du coup je lui ai fait vraiment ce montage de 5 minutes avec l'envers du décor, tout ce qu'elle n'avait pas eu. Du coup on est arrivé un jour avant mes beaux-parents chez ma mère, donc nous on est parti le matin, donc on est arrivé dans l'après-midi, vu qu'elle s'occupait des abeilles, elle rentrait tard le soir, mais elle nous avait laissé
laissé les clés. Comme à mon habitude, je m'occupe de lui faire un petit brin de ménage, de préparer le repas. On s'était pas vu depuis des mois, mais c'était voilà il fallait que quand je sois chez elle, je m'occupe de tout et de sa maison. C'était un besoin que j'avais pour l'aider et une demande qu'elle savait bien faire. Je ne pense pas que je lui avais dit que mes beaux-parents venaient, mais voilà, elle était rentrée assez tôt, ça lui ressemblait pas, mais voilà, le positif amène le positif et du coup c'était cool. Romain ne savait plus où se mettre, c'était très drôle. Et moi j'étais assise parce que j'avais très mal au dos et ces nausées, j'avais pas les nausées le matin, j'avais vraiment les nausées toute la journée. Et j'étais en train de lui préparer à manger. Elle est arrivée et elle a mis ses mains derrière moi, donc sur mon ventre, et j'étais déjà à 2 mois et demi de grossesse quand même. J'avais vraiment pas pu l'avoir plus tôt pour des soucis professionnels et tout. Et puis c'était l'été, c'est le plus gros de sa saison. Elle n'était pas non plus disponible. Puis Romain voulait venir pendant ses vacances. Enfin, c'était comme ça que ça devait se passer. Et là, elle met ses mains autour de mon ventre. Donc évidemment, je me crispe. J'ai peur qu'elle le voie, que je lui dise. Et évidemment, oula, mais t'as pris un peu de poids, tu te laisses aller. Et du coup, oui, mais justement, viens, t'as trop de choses à te dire, faut que je te raconte. Viens dehors, on se met dehors tranquillement. Je lui donne la tablette et je dis, maman, j'ai quelque chose à te montrer, ça va te plaire, mais regarde jusqu'au bout avant de parler ou faire quoi que ce soit, s'il te plaît. Je vais vraiment demander comme un service parce que sinon on regarde 10 secondes, on comprend. Et voilà. Et du coup, je me mets contre Romain et c'était vraiment mon pilier, mon appui, ma canne. Et ma mère découvre cette vidéo avec les larmes mais juste une immense joie. Et du coup, je lui dis, mais demain, il y a les parents de Romain qui viennent pour rencontrer et pour partager cet heureux événement avec toi et tous ensemble. Et j'aimerais profiter d'être là pour reprendre contact avec mon frère qui habitait toujours dans le village. Et pour lui annoncer la bonne nouvelle, parce que sachant le bonheur que j'ai d'être Tati, je ne voulais pas le priver de ça et j'étais prête à passer l'éponge sur tout. Je savais aussi qu'il en avait un peu bavé de son côté avec la justice, tout ça, qu'il avait eu des petits soucis. Donc j'étais prête à passer l'éponge là-dessus. Voilà, profiter du bon moment, de tout partager, tout ça, donc tout allait bien. J'étais contente, on passait un bon moment. Et le lendemain, mon frère justement travaillait vraiment juste à côté de chez ma mère. On pouvait y aller à pied et je voulais absolument ramasser des mûres, mon envie de grossesse. Et j'avais hâte de manger des mûres. Donc on part faire cette petite balade pour chercher les mûres, donc ma maman, Romain et moi. Et on tombe nez à nez avec mon frère, qui dit bonjour à ma mère, mais qui m'évite et qui était avec du monde, qui n'a pas voulu saluer Romain, ce qui est très insultant, mais Romain savait à quoi s'attendre et voilà, c'était comme ça. Donc voilà, Romain au fond n'en entendait pas moins, mais je voulais pas l'écouter, je voulais persévérer, mais et Romain voulait surtout être là pour moi et c'était ça qui était important pour lui à ce moment-là. Et du coup je demande à mon frère, je lui demande si on peut s'isoler, que j'ai quelque chose à lui dire. Il refuse. Et c'était vraiment le petit kéké au milieu de ses potes avec la clope au bec, enfin le beau scénario. Et je lui dis, bah écoute, c'est pas grave, moi je suis quand même vue là pour te le dire et je vais pas me laisser faire. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer, c'est que tu vas être tonton et je suis prête à tout pardonner, à repartir de zéro avec toi si tu veux faire partie de ce bonheur et de cette aventure. Évidemment, non. Non, et ces mots étaient mais pourquoi tu me dis ça, j'ai assez de problèmes dans ma vie, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Et là, ça a été pire que ce que j'aurais pu imaginer. J'ai tourné les talons et je suis partie, laissant ma mère et Romain là, en plan. Je suis partie, mais vraiment avec mon seau pour ramasser les murs. Et ma belle-sœur qui attendait beaucoup aussi de savoir comment ça allait se passer. Je sentais mon portable vibrer, je savais que c'était elle, ou mes beaux-parents qui demandaient. Et j'ai foncé toute seule, laissant Romain et ma mère, et qui m'ont fini par me rattraper, qui m'ont consolée parce que j'ai pleuré avec les hormones en plus, toutes les larmes de mon corps. Mais ok, c'est son choix et c'est pas grave. On va ramasser les mûres, on va faire la confiture de mûres. J'avais envie de faire ça. Le soir, il y avait mes beaux-parents qui venaient.
venaient, des amis de ma maman de qui j'étais très proche, avec qui je voulais partager cette nouvelle. Petit barbecue à la bien, donc focus là-dessus et c'est pas grave, c'est comme ça. Et Romain ne disait rien et il me tenait la main et dans la force de sa main, il avait pas les mots, mais il y avait pas de mots à dire et juste il était là et il a fait pour moi ce que personne aurait pu faire et c'était voilà, j'avais juste besoin de ça. Et donc prochaine étape, l'annoncer à mon père. Je dis ok, c'est pas grave, je continue, je vais avoir un bébé, il faut que je sois bien, que tout soit bien. Donc si c'est négatif, c'est pas grave, tant pis. On avance et c'est important et je me permettais de penser ça pour la première fois de ma vie parce que je savais que j'étais soutenue à côté. Donc voilà, c'était ma décision et c'était comme ça. Donc le soir, on en parle, on fait bien la fête. Mes beaux-parents étaient choqués et attristés de la réaction de mon frère. Et même mon beau-père a dit mais heureusement que c'était pas là parce qu'il s'en serait pris une. Enfin, et dans ma tête, je me faisais des films et mon frère était tellement violent, j'aurais peur qu'il tue. Mais ma belle famille, hein, réellement. Donc, ouais, j'avais peur pour mes beaux-parents et je me disais, mais heureusement qu'il était pas là, en fait. Mais ouais, on passe une bonne soirée et une des meilleures. Parce que mon beau-père a pris la parole à ce repas et il a dit à ma mère qu'il tenait à dire quelque chose, que jusqu'à présent il avait un fils et une fille, qu'aujourd'hui il avait un fils et deux filles et moi qui souffrais de la famille que je n'avais pas eue, ça a été waouh, c'est mon beau-père quoi. Ma belle-mère aurait pu le dire, mais elle est trop émotive. Mais je sais qu'elle m'aime énormément et je sais qu'ils savent aussi qu'ils comptent énormément pour moi et que je les aime beaucoup. Mais ça a été voilà un moment important où je me suis sentie en sécurité. Puis au fond, c'est ça la maternité, c'est on construit son nid, son petit cocon. Et j'étais là et tout était parfait et pas qu'avec la parole, les actes étaient là, tout était là, tout était ok et c'était chouette et on pouvait remonter chez nous le cœur léger. Et sur la route, je décide aussi de l'annoncer à mon père par téléphone pour le coup. Un imprévu de son côté, on pouvait pas aller le voir en remontant. Mais il m'a appelé et j'ai dit écoute papa, je peux pas attendre plus parce que tout le monde commence à être au courant, faut que tu le saches, donc je suis désolée mais faut que je te le dise là comme ça. Et du coup pas de souci ma fille, je t'écoute et je dis tu vas être grand-père. Et sa femme, ils sont pas mariés, non ils sont pas mariés mais sa compagne, ouais, chercher mon mot, l'avait rêvé quelque temps plus tôt, donc mon père s'y attendait. Incroyable. Et grosse joie et il est venu me voir très rapidement après pour partager ça. Donc je n'avais plus beaucoup de relations avec mon père, mais la stabilité que j'avais avec ma belle famille l'avait fait revenir, mais pas d'un point intéressé, dans le point que lui aussi il voulait participer à mon bonheur. Je sentais qu'il voulait être un père quoi. Ça lui a peut-être fait peur, mon opération des amygdales, tout ça, je sais pas, ou si c'est moi qui ai accepté de le laisser revenir, mais il était là, de soutien, et envie de partager tout ce bonheur avec nous, et il était heureux aussi quand il venait là, et sans être intéressé, et c'était vraiment important parce que ma mère a toujours dit que mon père était intéressé pour tout, qu'il allait me faire souffrir, et ouais, toujours à vouloir cette emprise sur moi qu'elle perdait de plus en plus parce que l'oiseau faisait son nid, il prenait son envol et plutôt bien pour le coup. Donc voilà, la grossesse se passe bien et ma mère avait mis un souhait, c'était d'être présente pour l'accouchement. On n'y voyait pas d'inconvénient. Donc à la fin de... J'ai sauté une étape. Donc je l'annonce à mon père, on rentre à la maison. Je reprends le travail, du coup fini les vacances, donc j'étais enceinte. Mes patrons, je les avais avertis de suite parce que j'étais amenée à faire des dégustations de vin avec les clients et le travail de la restauration est intensif. Et là, en apprenant une grossesse, du coup, plus d'alcool, logique. Et le travail, je devais faire plus attention et je faisais énormément d'heures sup de mon souhait et là c'était plus possible parce que j'avais les nausées et fallait mon travail allait changer, j'en étais consciente et je voulais vraiment que mes patrons soient d'accord, donc je leur ai dit de suite. J'ai pas senti grosse différence
Vraiment rien à signaler. Mais au retour des vacances, par contre, là, grosse différence. J'en viens à pleurer, j'en viens à me faire crier dessus. Mais qu'est-ce qui se passe? Où je suis? Je comprends pas. Tout a changé pendant mes vacances. Et mes collègues me disent, mais Lucille, t'es enceinte, tu peux pas subir ça. L'autre, il a failli te lever la main dessus, c'est pas possible. Va te faire arrêter. Et on avait énormément de personnes qui étaient en arrêt maladie pour pas grand-chose. Et c'était mais hors de question que moi je fasse pareil. Mais là, mes collègues me disaient, mais Lucille, tu peux pas, tu peux pas vivre comme ça. T'es enceinte, faut que tu penses à toi et à ton bébé. J'appelle Romain et je sais que lui il était contre aussi et qu'on était dans l'optique de j'allais au bout jusqu'à ce que je peux quoi. C'est une grossesse, c'est pas un handicap ni une maladie donc mon travail ça allait bien, j'avais le poste de responsabilité donc allons-y. Du coup, là, je l'appelle, je dis Romain, écoute, il s'est encore passé quelque chose, ça va pas, je suis en pleurs. Je vais aller voir le médecin, donc mon médecin qui m'a sauvé la vie, parce que j'ai pris ma petite carte de fidélité chez elle. Et au moindre petit bobo, je vais la voir parce que j'ai confiance absolue en elle. Elle était absente, donc dommage, j'ai eu son remplaçant. Et je m'attendais dans la voiture, je m'étais fait un discours avec Romain à dire mince, mais qu'est-ce que je vais pouvoir dire pour me faire arrêter. Je pensais que j'allais devoir exagérer les choses. Pour pouvoir être arrêtée. Et au fond, je ne savais même pas, c'était tellement pas dans mon optique de pas travailler. Je ressemblais un peu à mon beau-père, il fallait tout le temps que je travaille et que je fasse quelque chose. Donc je m'étais déjà fait opérer, j'avais eu un arrêt maladie avant, donc voilà, c'était pas mes objectifs, mais j'étais consciente qu'il fallait que je vive cette grossesse au mieux et surtout pas que je me mette en danger. Le remplaçant du médecin généraliste, la remplaçante, me voit arriver, me voit enceinte et je commence à dire voilà, je viens voir ce que ça se passe pas bien dans mon travail, à pas chercher plus loin. Vous êtes enceinte, ça va pas bien. Moi, je peux vous mettre que 2 semaines d'arrêt. Donc, je vous mets 2 semaines, vous appelez le secrétariat, vous prenez rendez-vous avec votre médecin généraliste. Elle verra ce que vous pouvez faire. Et je me suis sentie encore une fois en sécurité et mes peurs se sont pris la porte du cabinet médical en pleine face. Non, en effet, je suis enceinte, je n'ai pas à subir de harcèlement tel qu'il soit, donc point barre, ça va pas, je reste à la maison. Du coup, arrêt maladie pour grossesse et qui se sont reconduits. Mon médecin généraliste a eu un accident et du coup elle est pas revenue de suite, du coup j'ai dû cumuler 2 semaines plusieurs fois. Et jusqu'à en venir jusqu'à la fin avec le congé maternité, tout ça. Donc voilà. Seulement en arrêt de travail, donc c'est génial, mais on n'a pas la totalité du salaire, ce qui est normal. On ne va pas bosser, voilà, j'en étais consciente et c'était ok, mais on avait la maison avec mon chéri, on avait le crédit voiture, donc moi j'avais commencé à vendre ma moto parce que voilà, même si ma belle-sœur nous donnait beaucoup de choses pour la naissance, on avait quand même des trucs à acheter qu'on avait envie et on avait envie d'avoir un petit peu plus d'argent, donc on a commencé à revendre ce qu'on n'avait pas besoin pour faire quelques sous, mais ça ne suffisait pas. Et du coup, je découvre une nouvelle activité. Donc, je me suis lancée dans le marketing de réseau enceinte. Je découvre ça. En fait, j'avais énormément de nausées et j'avais très mal en bas du dos. Et du coup, je me faisais masser. J'allais faire de la kiné, massage, détente pour apaiser les douleurs qui étaient normales dû à une grossesse, mais je m'ennuyais beaucoup, mais ces escaliers étaient un peu chaotiques, du coup je passais énormément de temps enfermée, c'était aussi l'hiver. Heureusement, il y avait Netflix et j'ai l'impression que je passais mes journées sur mon téléphone à regarder la télé, donc sur Facebook toute la journée, et j'ai vu une publication qui m'a fait déclic en disant est-ce que tu aimerais plus d'argent dans la vie, est-ce que tu aimerais voyager, est-ce que tu es maman et tu aimerais rester à la maison t'occuper de tes enfants, est-ce que tu aimerais mettre du beurre dans les épinards, en gros, est-ce que tu aimes le sport, la nutrition. Et chaque ligne, je me souviens plus exactement les lignes, mais chaque ligne c'était oui, ouais, ça aussi, mais c'est possible, carrément. Du coup, je mets le petit commentaire info.
Je me fais contacter, je me fais inviter à une présentation un peu bizarre. La dame, elle parlait pas français. Il parle de mots, je comprends rien. Website, drive, web binaire. Je me qu'est-ce que c'est? Marketing de réseau, VDI, MLM. Oh là là, qu'est-ce que c'est ce truc d'arnaque et tout? Je vais pas tomber là-dedans. Mais au fond de moi, je sens que il faut que j'y aille. Et Romain était pas vraiment pour, mais il sait très bien que c'est moi qui décide et que si je le fais pas, je vais me poser des questions indéfiniment. Je me dis, bah, je vais aller chercher du réconfort aux côtés de ma belle-sœur, qui bizarrement était plutôt sceptique aussi et d'accord avec Romain, qui se lancerait pas spécialement sur un truc sur Internet. Mes beaux-parents, mon beau-père m'a dit pour mot, bo 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 bo. Mais qu'est-ce que c'est ça? Mais c'était ça, il m'a vraiment dit ça. Donc personne m'encourage, mais je sens au fond de moi qu'il faut que j'y aille et je teste, je vérifie. Le truc qui me freinait, c'était comment on peut faire une activité, travailler alors qu'on est en arrêt de travail. J'étais un peu sceptique là-dessus, du coup le lundi matin j'ai appelé Amélie Santé pour avoir l'information et savoir si j'avais le droit. Et oui, j'avais le droit, c'était même quelque chose de très connu. J'avais un petit peu peur avec ma banque parce qu'il fallait que je donne mon RIB. J'ai appelé ma banque, mais oui, vous inquiétez pas, puis vous allez voir, le MLM, ça va vous plaire, c'est génial. Ok, pourquoi suis-je la seule à pas connaître? Ok, bref, bon bah allez, je me lance. Les choses qui vont assez vite du coup, donc c'est génial. Pendant ma grossesse, j'ai un peu ce rôle d'influenceuse. Je partage des choses positives. Je trouve énormément de positif. Je me retrouve à aider les gens, à conseiller les gens. C'est chouette, ça me plaît, c'est sympa. Les produits sont en accord avec ce que je pense, donc c'est chouette. Beaucoup de développement personnel et je vois qu'en fait j'arrive plutôt bien à faire ce truc. Plutôt même très bien. Donc confiance en soi plus. C'est génial et je découvre la loi d'attraction, le positif qui attire le positif. Je m'épanouis. Mon père est mon plus grand fan, un de mes plus grands soutiens à ce moment-là, à partager toutes mes publications, mettre des j'aime, à me faire un compte rendu, à m'aider pour les sujets que je veux partager. C'est vraiment génial. Mais pas pour ma mère, qui me voit justement encore une fois évoluer et réussir quelque chose plutôt vite, qui du coup est très négative des avis de ça. Et moi, en découvrant le développement personnel et la loi d'attraction, je me rends compte que ces problèmes, bah, c'est de sa faute et qu'elle les attire toute seule. Et du coup, bah, j'ai envie de la sauver, j'ai envie de l'aider encore plus. Mais maman, j'ai les cartes, attends, regarde David Laroche sur YouTube, essaye de faire ça, tu vas voir, ça va t'aider. Et j'essaye de faire toutes plein de choses pour elle et j'ai de l'argent. Je commence à avoir de l'argent. Du coup, évidemment, je lui en donne pour lui aider à payer des trucs. Après, elle avait quand même un petit peu sa fierté. Donc, certaines choses qu'elle voulait, on a acheté des trucs avec Romain en disant qu'on nous les avait donnés. On a un peu déformé la vérité. Sinon, elle n'aurait pas accepté. Mais je voulais vraiment partager ça. Je suis quelqu'un qui est beaucoup reçu. Et j'avais envie de tout donner. C'était ma revanche sur la vie. J'avais envie d'en faire participer les gens que j'aime. Parce que je comprends pas, parce qu'on est face tout le temps à des gens qui prennent ça comme une arnaque ou c'est quelque chose qui est très critiqué, qui le mérite d'être critiqué parce qu'il y a eu des arnaques, c'est vrai, et ça remet tout en cause en fait. On nous a conditionné, le système nous conditionne à faire certaines choses, alors qu'en fait on peut faire ce qu'on veut. On est maître de notre destin et je découvre vraiment ça dans cette activité. Tout le monde peut le faire, c'est accessible et oui, on peut le faire depuis la maison et ça révolutionne toute ma façon de penser et celle de mes proches aussi qui voient au quotidien du coup quoi. Pas besoin d'avoir un travail, d'avoir des diplômes, non. Du moment qu'on veut quelque chose et qu'on essaye de le faire bien, les résultats arrivent et c'est génial. Et on n'est pas obligé de subir ce que j'ai subi dans la restauration. Et je suis face à des personnes, si on est là, dans cette équipe, dans cette opportunité, c'est pas pour rien. On a des casseroles, tous et beaucoup en commun, et je me rends compte du coup, à travers les histoires des autres, à me dire mais non, mais c'est pas normal chez eux. Mais en fait, moi aussi je l'ai vécu, donc c'est pas normal. Et je commence à tout remettre en question.
Mais cette activité, je la vois au début comme un complément de salaire. J'étais dans l'optique de retourner travailler et dans le déni de me dire ok, c'est peut-être cool parce que c'est le début, mais sur du long terme, la retraite, l'avenir, tout ça, j'étais encore un peu sceptique. Donc, mais j'avance et de toute façon, j'arrive à terme. Donc là, ça commence à être un petit peu plus compliqué. Parce que on est deux, enfin on est trois au lieu de deux à la maison, mais ça me plaît toujours et j'avais peur même de devoir arrêter ça parce que un enfant ça a besoin de temps. J'avais mes idées, mais en fait non, il dort, il mange, il dort, donc j'ai encore du temps libre. Donc mon activité se passe bien, j'arrive à terme et ma mère donc voulait venir, donc voilà, on avait mis un petit plan en place pour la faire venir le plus vite possible. Après on savait que c'était possible qu'elle soit pas là pour l'accouchement en lui-même, mais on décide de mettre toutes les chances de notre côté, tout ça, et une semaine avant je viens accoucher et en fait j'ai eu des contractions, mais c'était pas les contractions comme on m'avait expliqué. Du coup j'étais un peu sceptique pour aller à la maternité et au moment où on était dans la voiture, par contre fallait y aller. C'était quand on a pris la décision au bout de 3 heures que fallait y aller. Et arrivé à la maternité, donc le travail avait en effet commencé, mais il y avait le temps et donc j'aurais pu rentrer chez moi, mais vu que j'habitais un peu loin, la sage-femme elle m'a dit ça m'embête, je sens que vous allez rentrer, que vous allez revenir de suite, vu qu'il y a personne, autant rester là. Et en plus c'est la pleine lune. Et là, petit déclic, mon beau-frère qui est agriculteur avait parié que j'allais accoucher à la pleine lune, donc ce soir-là. Donc on se dit mais peut-être qu'il a raison, peut-être que c'est là que ça va venir. Et c'est marrant parce que je vivais cette grossesse en positif, mais comme si j'étais sur mon petit nuage. Ouais, ok, tout va bien, je vais être maman. Je n'ai pas été stressée une seule fois, tout allait bien, j'avais mis des sous, j'avais pas de problème. Tout allait bien, je voulais pas la péridurale, tout dans le meilleur des mondes, le pays des bisounours. Et là, la poche des os a craqué. J'ai paniqué, mais ça y est en fait, je vais être maman, mais là maintenant, mais on va avoir un enfant en fait. Et grosse prise de panique, j'ai plus géré les contractions, j'ai pleuré pour avoir la péridurale. Et donc un peu avant, ma mère c'était de nuit du coup, on appelait ma mère, on n'arrivait pas à voir ma mère et on lui disait maman, dès que t'es réveillée, rappelle-nous, on pense que le travail a commencé, tout ça. Donc j'arrêtais pas de l'harceler et fallait qu'elle prenne en plus, enfin on pouvait pas réserver des billets à l'avance pour traverser la moitié de la France, donc c'était vraiment au dernier moment, fallait que sa valise soit, c'était comme moi j'avais la valise de la maternité, mais elle aussi, et pour aller à la gare au dernier moment, prendre le premier train possible. Bon après Narbonne-Lyon, c'était Chambéry pardon, Narbonne-Chambéry, ça se fait, il y a des trains régulièrement dans la journée, donc voilà. Et nous on regarde aussi en même temps, Romain surtout entre 2-3 contractions, on regarde les horaires de train et là en effet le col commence à s'ouvrir, donc Flore, il faut prendre le train de telle heure, j'espère que tu seras réveillée à ce moment-là pour pas le louper et tout. Et donc ma mère se réveille, elle fait la route, tout ça. Moi le travail a été très très long. 36 heures de travail, donc ma mère a eu le temps d'arriver, a eu le temps de me voir même si j'étais allongée, énorme, parce que moi je pensais bien de voir aussi que ça lui a fait plaisir de me voir vraiment en grossesse jusqu'au bout quoi. Et donc elle ne pouvait pas être dans la salle avec Romain, mais Romain était d'accord d'échanger de temps en temps avec elle, donc ça allait bien quoi. Donc le travail s'est bien passé, j'ai failli partir 2 fois en césarienne, tour de cordon autour du cou du bébé, donc tout génial, un accouchement classique. Mais voilà, au final tout se passe bien et ma maman arrive à faire des allers-retours avec Romain. Moi je m'en souviens pas trop tellement j'étais shootée avec les accélérateurs, les ralentisseurs, les trucs, les machins, tout ça. Mais voilà, mon bébé est là, mon petit cœur tout chou. On a failli avoir un petit scénario catastrophique. C'est que vu que le travail a été très long, donc mon fils s'appelle Raphaël, donc oui, c'était pas une fille. Surprise. Il y a un zizi. Donc un petit garçon, donc qu'on a appelé Raphaël.
pour le plus grand bonheur de son papy et de toute la famille, génial, un petit mec. Mais c'est tout allait bien, on l'a bien pris, ça allait. Et vu que le travail a été long, ils ont dû lui faire une analyse de l'estomac. C'était voilà, schéma classique quand le travail est un petit peu trop long. Donc voilà, les analyses sont faites, on remonte en chambre, tout ça, ma maman est là, je vois mes beaux-parents. Et le lendemain, ma belle-sœur devait passer. Et pour voir son neveu du coup, 1 heure avant qu'elle arrive, on a les résultats du test de Raphaël et il y a un souci. Il y a un streptocoque. Donc le streptocoque, c'est quelque chose, on fait le test, les femmes enceintes, au bout du 7e mois. Et moi, il était négatif. Donc je comprends pas. Et s'il avait été positif, j'aurais pu lui transmettre par les selles, et je n'ai pas eu de selles pendant le travail. Donc je m'attendais pas à ça. Donc il a un streptocoque, donc il va falloir le mettre sous antibio. Là c'est voilà un bon pied dans la vie de maman, où le monde s'arrête de tourner. Mais non, mais il est si petit, il a même pas 24 heures, comment on peut lui mettre des antibiotiques? C'est gros coup de stress, et on me le prend du coup des bras au moment où ma belle-sœur arrive. Ça a été une déchirure, vraiment. Gros chagrin pour ma belle-sœur, et ma mère a essayé de me prendre dans ses bras, je l'ai rejetée, mais d'une force... non. Il faut que je sois forte pour mon fils, me touche pas, il est hors de question que je pleure. C'est laissez-moi, je vais gérer, et je vais le faire parce qu'en fait il n'y a pas le choix, je suis obligée d'être forte pour lui. Et de toute façon, j'ai rien compris de ce qu'ont dit les médecins, donc foutez-moi la paix. Romain, pareil, tente un geste tendre, et je le remballe aussi. Donc je pense dur pour lui parce qu'il fallait qu'il fasse sa place de papa aussi, et je l'ai un peu rejeté. Mais voilà, donc Raphaël a mené en néonate. Et je peux aller avec lui, j'ai pu allaiter, j'ai pu être transférée dans une chambre où il pouvait recevoir les soins à mes côtés. Donc je suis pas restée 3 jours à la maternité, beaucoup plus du coup. Je n'ai pas été avec ma maman chez moi. Ma maman était toute seule chez moi avec mon conjoint, mais il venait me voir, il passait les journées avec moi de toute façon. C'était chouette, mais vite intrusif. Notamment au niveau du sujet des vaccins, que ma mère est anti-vaccin. Donc les pauvres infirmières, sages-femmes qui sont passées par là, ma mère leur en a un peu mis plein la vue pour des débats qui n'ont pas lieu d'être et que j'avais pas envie d'avoir. Mais voilà, mon petit bébé va bien, il a pris du poids de suite, l'allaitement se passe très très bien. Ma mère doit reprendre la route, et moi je rentre chez moi avec mon bébé. Petit à petit, je reprends aussi mon activité que je pensais mettre en suspens, mais pas du tout. J'avais le temps et j'avais encore en plus envie de faire ça. Et en voyant mon fils, je me dis, mais en fait, Romain, comment ça va se passer dans 6 mois après mon congé parental? Par rapport à mes horaires, il va falloir trouver une nounou, il va falloir l'amener très tôt, aller le récupérer très tard. Je suis pas sûre que ce soit ce que je veux, et on n'a pas les moyens que je travaille pas. Mais j'ai cette activité qui marche plutôt bien, et j'ai des belles possibilités d'évolution. Alors je me mets un challenge, je me dis ok, dans 6 mois, faut que je sois là et que j'ai mis tant d'argent de côté pour pouvoir démissionner et me mettre en sécurité par rapport au Pôle emploi. Donc je suis dans l'optique de prendre en contrôle ma vie, de planifier, de me mettre des objectifs, de me faire un plan d'action, et je le tente. Et si ça marche pas, on trouvera une autre solution, mais allez, je le tente et c'est possible. Et ces objectifs que je me suis fixés sur 6 mois, je les ai atteints en 2 mois. Jackpot. Incroyable, truc de dingue, ouais, carrément. Non seulement ça me plaît, mais en plus ça fonctionne et ça explose en positif. Donc allez, c'est parti, je démissionne. Et ma mère ne comprend pas trop, mais je la laisse plus trop. Je comprends en fait dans mon activité avec le développement personnel que j'ai quelque chose qui me freine pour évoluer, et que c'est ma mère. Je commence à l'appeler mon petit boulet d'amour. Parce que c'était un vrai boulet pour avancer, mais je l'aimais, c'est ma maman. Et en fait, j'ai commencé à être un peu
entre deux eaux, le cul entre deux chaises, parce que quand j'avais ma mère au téléphone, sa vie était tellement négative que ça me pompait mon énergie et que du coup j'étais épuisée et que j'avais plus d'énergie pour les choses qui me tenaient à cœur. Donc je sentais que c'était pas possible de continuer comme ça et que ça me freinait réellement. Je voulais pas m'en détacher et je voyais dans des vidéos de développement personnel, dans des conseils, qu'il fallait vraiment que je me détache. Mais dans ma tête, on peut pas se détacher de sa maman. C'est pas possible. Donc je continue d'avancer, c'est difficile, mais j'avance. En août, donc un an après l'avoir annoncé ma grossesse, je reviens chez elle un an après avec mon bébé. Et cette fois-ci, je viens en vacances avec ma belle-sœur et toute sa famille. Donc on descend à 8, on prend un petit gîte à côté de chez ma maman, tout ça pour partager ses vacances ensemble, qui ne se passe vraiment pas bien entre moi et ma mère. En fait, nous, dans ma belle famille, je dis nous parce que je suis vraiment comme eux et convertie à 100% du Hakuna Matata. Du oh, c'est les vacances, tranquille, pas de stress, c'est pas grave, tout va bien. C'est vraiment cette optique-là dans ma belle famille, mais c'est ok, ça va s'arranger. C'est tout est cool et vraiment Hakuna Matata. Tandis qu'avec ma mère, c'est le contraire. Et par exemple, on avait un barbecue mais pas de lumière à l'extérieur, donc pour faire un barbecue la nuit, la viande est trop cuite. Et avec ma mère, on aime manger bleu, saignant, mais pas comme ma belle famille. Mais c'est pas grave, c'est qu'un bout de viande, c'est un repas dans une vie. Moi, je m'en moque. Alors oui, c'était pas bon, c'était dommage. Mon beau-frère a loupé la cuisson de la viande, mais c'est pas grave. On est en vacances. Mais ma mère, non, c'était pas possible. Donc, j'aimais pas. Je voyais des regards envers ma belle famille, des petits pics, des petites choses comme ça, que il était hors de question que je laisse passer et que ma mère, en fait, vienne empester sa négativité dans ma belle famille. Donc je commence à faire comme bouclier entre ma mère et ma belle famille et tout allait pas. On va à la plage mais il y a trop de monde et il y a ci et puis j'allais chez elle pour l'aider à travailler. Hein. Donc dans la miellerie, Romain, on avait mis une couverture par terre. Romain était avec mon bébé et moi je travaillais pour ma mère. J'avais travaillé toute la journée au lieu de passer du temps en vacances. Mais c'était pas assez, je n'avais pas fait tout ce que ma mère m'avait demandé et ça commence sérieusement à m'agacer et je me sens vraiment entre deux eaux et pas bien du tout et là un drame arrive. Le propriétaire de notre location de vacances a un accident de voiture et il perd son bras. Et on est sur la fin des vacances, il devait faire le ménage, tout ça. Et sa femme était complètement, en catastrophe. Hein, il parlait pas très bien français. Et avec ma belle-sœur, on décide de l'aider. Bah, vous inquiétez pas, hein, nous, c'était un petit luxe qu'on avait pris le ménage. Hein. On sait faire le ménage, on va vous refaire la chambre pour ceux qui arrivent après. On va vous aider, tout ça. On était vraiment dans l'entraide. Et ma mère, avec ses petits problèmes, qui ne parlait que de ses petits problèmes, mais un mec vient de perdre son bras. C'est ton voisin, je sais pas, mais elle était mais dans le déni et à penser qu'à elle. Et on est parti en froid, du coup, et à avoir du mal à communiquer parce que elle réalisait pas que moi j'en avais marre d'écouter ses problèmes et qu'il fallait vraiment qu'elle fasse quelque chose et elle sentait que je l'écoutais pas. Donc là on commence le fameux triangle de Cartman où elle est en victime, où je tente de la sauver et vu que ça ne marche pas parce qu'elle ne veut pas être sauvée et que je ne suis pas une sauveuse, elle commence à me persécuter, à me le reprocher. Voilà, je me rends compte que ça peut plus continuer comme ça, donc ça commence à être très froid. Et on avait prévu fin septembre avec mon conjoint et mes beaux-parents de descendre la voir parce qu'on avait une compétition de moto à laquelle on voulait participer. Et une semaine avant, par rapport à mon activité, j'avais un rassemblement en Belgique. Et du coup, on devait se voir chez elle. On en parlait, mais vite fait, c'était froid, mais on comptait venir. Et il s'est passé une catastrophe quand je suis partie à Bruxelles. Je pensais faire mon retour de couche. Sauf que le retour de couche ne s'arrêtait pas et que ça a été très compliqué pour moi en déplacement. Je montais sur un podium, hein, je devais parler devant 700 personnes, j'étais en robe blanche mais
à saigner comme pas possible, quoi. Et puis j'osais pas en parler à mes collègues, j'étais pas, voilà, je voulais juste rentrer chez moi, et rentrer chez moi, bah ça s'arrêtait toujours pas. Du coup, je dis, bah, je vais quand même aller voir au gynéco, et en fait j'ai fait une fausse couche qui était pas prévue, mais bon, c'est des choses qui arrivent, donc j'en ai souffert parce que bah, les hormones, je pense déjà beaucoup qui ont joué, et parce que c'était douloureux, c'était pas agréable, et parce que je pensais que c'était autre chose. On pensait pas avoir un deuxième enfant, mais c'est quand même dur à vivre. Et on n'en a pas parlé. J'ai pas souhaité en parler. Je crois que j'en ai même pas parlé à mes beaux-parents, à ma belle-sœur. Je voulais juste encaisser, et ok, ça va aller. On peut rien y faire, ce qui est fait est fait. Et je commence à me remettre un peu en question aussi par rapport à cette activité, parce que c'est vrai que j'avais eu beaucoup de stress, et j'ai pensé que c'était à cause de ça pendant un temps, alors que pas du tout. Et je rentre du coup, et je voulais quand même en parler à ma maman pour lui dire que j'étais pas bien, et qu'elle s'étonne pas que quand j'allais venir la voir. Et puis pour le coup, c'était un moment où j'avais besoin d'une maman. Et en fait, j'ai eu un rendez-vous pour faire un curetage juste avant de partir. Du coup, on a été obligé d'annuler, et moi, j'étais vraiment trop faible. J'étais pas en état, j'avais vraiment perdu trop de sang, je m'étais un peu trop laissée aller. J'avais pas géré aussi l'allaitement. Du coup, j'avais tiré mon lait avant. Enfin, j'avais pas géré le truc, mais c'était aussi une des premières fois que ça se passait comme ça. Ça aurait pu bien se passer comme mal se passer. Tout mélangé, c'était voilà, compliqué. J'allais pas très bien, donc on annule notre week-end. Et au moment où je le dis à ma mère elle menace, du coup, elle me reproche tout un tas de choses. Et elle menace, du coup, de prendre la voiture et d'aller se tuer, et que ça serait ma faute. Et là, évidemment, elle ne répond plus au téléphone. Donc moi, je suis là, ma belle-sœur travaille. C'est un samedi matin, elle travaillait un samedi de temps en temps. Donc je gardais ses enfants et mon fils, donc j'avais 4 enfants avec moi, je reçois ce genre de message. Et mon chéri était avec mon beau-frère sur le toit de notre maison. Là, j'appelle Romain et je lui dis, Romain, je suis désolée, tu descends de suite, laisse-moi 30 minutes gérer les enfants, je suis désolée Lolo, désolée Romain, 30 minutes s'il vous plaît. Je descends, Romain ne m'avait jamais vu comme ça, je suis allée dans mon ancienne maison, j'ai hurlé comme jamais, j'ai tapé du poing sur la table sur mon plan de travail, mais à me faire mal. Réaction complètement immature, mais j'avais besoin de hurler, d'extérioriser tout ça, de pleurer un bon coup, et de revenir et d'être maman et tati, et plus être la fille de cette personne qui menace de faire ça. C'était pas la première fois qu'elle fait ça, elle avait souvent fait des sous-entendus comme ça dans mon enfance, mais là c'était la goutte d'eau qui faisait déborder l'eau du vase. J'avais besoin d'elle parce que j'avais perdu un enfant, souhaite qui n'était pas prévu, mais voilà, je vivais ça, j'avais besoin d'elle, et la situation était voilà, au pire, donc je décide de ne plus jamais lui parler. Je prends ma décision, c'est fini, elle est mon frère, je ne veux plus en entendre parler, niet, basta. Fini. Donc j'ai bien fait, ma vie n'a été que de mieux, et j'ai évolué dans le travail. J'avais tellement cette envie d'évoluer aussi, et de voilà, de me prouver à moi-même que je suis capable. C'est important pour moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. J'ai vraiment envie d'avancer. J'ai pris la décision de prendre de suivre une séance de coaching avec quelqu'un en développement personnel, et je pensais faire ça pour accélérer honnêtement mes ventes et mon recrutement. Et j'en suis venue à découvrir donc le triangle de Karpman, et à parler que de ma mère. Donc je n'avais pas prévu ça du tout, mais c'est que ça devait se passer comme ça. Et j'ai commencé à réaliser tout ça, et ça m'a beaucoup aidée. Donc j'ai pu évoluer, tout s'est bien, je continue encore d'évoluer, hein, c'est jamais fini, mais j'ai passé un cap, tout allait bien, mais j'avais très très mal au dos depuis l'accouchement. Et le kiné me soulageait pas, et il y a eu un jour plus douloureux que d'autres, et j'étais pas du genre à me plaindre parce que je n'ai pas envie d'apporter de l'importance au négatif, j'ai envie de me concentrer sur le positif, et surtout je voulais pas montrer mes faiblesses, mais voilà, là j'ai eu une amie qui était pas loin, je me suis plaint à elle, j'ai dit écoute Elodie, j'en peux plus, oui Elodie, pas Johanna, toutes les amitiés ont une fin. Johanna a fait son chemin, et j'ai fait le mien tout simplement.
Elle a arrêté la restauration pour se lancer comme photographe. Elle devait me faire les photos de naissance de Raphaël. Elle n'est jamais venue. Et pour moi, ça a été l'impardonnable. Et je lui ai dit qu'elle comprendrait le jour où elle aurait des enfants de ne pas avoir une photo pro alors qu'on le souhaite. Ça a été très triste et des excuses et des petites choses qui ont fait que voilà, j'ai préféré mettre fin à cette amitié avec un bon souvenir et de me dire que c'est comme ça, les amis, ils vont, ils viennent. Et d'être OK là-dessus. Et on avance. Donc j'avais une nouvelle amie. Un gros coup de cœur amical, chose qui me ressemble pas trop parce que j'ai du mal à accorder mon amitié parce que avec la restauration j'ai beaucoup bougé et j'ai jamais eu le temps de construire des vraies relations amicales. C'était des bons collègues de travail, mais quand on part et on se perd de vue. Et là donc une très très belle amitié qui est toujours d'actualité d'ailleurs. On a partagé notre grossesse ensemble, nos enfants ont 2 mois d'écart, donc vraiment une super copine. Donc un soir plus dur que d'autres et à savoir Romain, je me sentais seule, mais c'est pas un reproche parce que oui j'étais seule, mais parce qu'il me faisait une maison, parce que du coup je l'ai abandonné pour les travaux. Donc le pauvre il a dû gérer son activité et dès qu'il avait fini fallait bien avancer la maison. Bon, oui j'étais un petit peu plus seule, oui honnêtement je lui ai reproché, le contraire serait mentir, mais il me faisait quand même une maison et il m'a fait une super maison. Mais voilà, un soir j'allais pas bien, j'avais très mal au dos, fatiguée, je crois que ça avait même fait un crack dans le dos, j'en pouvais plus et c'est kiné qui me soulageait pas. Et du coup j'ai écrit à Elodie, je suis vraiment pas bien. Elle me dit appelle ma mère, je lui demande qu'elle te mette un rendez-vous en urgence. Et même si c'était mon amie, Elodie, je savais pas que faisait sa mère. Il me semble qu'elle avait un travail à l'hôpital et qu'elle allait changer pour faire autre chose. Mais honnêtement, je m'étais pas renseignée. Je savais pas, j'avais pas demandé et du coup je savais pas à quoi m'attendre, mais elle me dit mais va voir ma mère, tu vas voir, elle va te faire du bien. Donc ok, j'appelle sa mère, elle me fixe un rendez-vous le lendemain, je fais garder Raphaël par ma belle-sœur ou ma belle-mère, je ne sais plus, et j'arrive à ce rendez-vous où je tombe sur un bureau avec dessus le dictionnaire des maladies et le triangle de Karpman. Et je me dis oh non, je pense plus à ma mère, tout va bien. Elle va pas me dire que c'est dû à ça quand même, parce que là je pars en courant. Bah non, j'ai trop mal, je suis obligée de rester. Donc elle me fait remplir un questionnaire, donc à me parler de ma famille et tout. Donc j'ai compris de suite que la boîte à mouchoirs sur le bureau était bien présente. Donc drôle de rendez-vous, drôle d'expérience, vraiment à la limite du paranormal. Mais waouh! Plus de mal de dos et je suis consciente que je souffre de ma relation avec ma mère, que je vais en souffrir encore longtemps, c'est normal, j'ai un cœur. Je suis consciente que j'ai du travail à faire encore là-dessus, mais qu'il faut que je laisse partir et que j'accepte que c'est ses choix et pas les miens. Donc voilà, cette douleur dans le dos disparaît, revient de temps en temps. Tout petit bonheur de chemin continue de plus en plus belle parce que un an après, le mois d'août-septembre, c'est toujours des mois décisifs dans ma vie. Hein. Au mois de septembre 2019, un soir, Romain me demande en mariage. Et donc j'ai dit oui, évidemment. J'annonce à ma belle-sœur que je la veux comme témoin, évidemment. Hein, voilà. Hein. Donc on annonce qu'on se marie. Là, Romain me parle, alors il faut que je fasse attention à mes mots. Mais en quelque sorte, il me demande de reprendre contact avec ma maman. Parce qu'il a peur que si je reste comme ça, que dans 10 ans, 15 ans, que les choses s'arrangent, je le regrette. Et il me demande, et c'est vrai que moi je l'ai pris un peu comme une condition, je le dis souvent, mais que non, et venant de Romain, c'est pas du tout une condition, c'est ce qu'il pensait. Donc je me dis, ok, je vais essayer de reprendre contact avec ma mère. Ça me fait un petit peu peur, comme si j'allais à reculons. Mais d'un autre côté, je me dis c'est tellement dommage, que Raphaël il connaisse pas sa mamie, c'est pas ce que je veux, c'est ce que j'ai eu déjà dans toute ma famille, j'ai pas envie de reproduire ça, donc oui pourquoi pas accepter les choses et moi j'ai fait mon travail sur moi-même, je sais que je peux mettre une bonne barrière maintenant. Allez pourquoi pas, même si le jour du mariage comment je vais faire pour avoir ma mère et mon père au même endroit. Panique, mais bon, on n'en est pas là, il y a un an il peut s'en passer des choses, tentons de reprendre contact avec ma mère. Donc je tente, j'envoie un message
qui est super bien pris, comme quoi je lui manque, tout ça, et qu'elle aimerait me parler et tout. Et puis là, c'était un soir où Raphaël n'avait pas nounou le lendemain, du coup qu'on pouvait tarder un peu. Je lui propose directement une visio, mais qu'une sortie de zone de confort, hein. Je devais faire un pas et je fais un saut carrément, un peu rapide sans doute, mais je fais un grand saut vers elle et on fait une petite visio, comme ça elle peut voir Raphaël parce que c'était quelque chose qui était important pour moi. Donc l'appel se passe bien, elle sous-entend plein de fois qu'elle attend mes excuses, excuses qu'elle n'aura pas, parce que je ne les pense pas et je vais pas faire des excuses dans le vent. Je suis pas d'accord, mais je joue un peu dans son jeu en disant que je fais comme si je l'avais pas entendu, je pars sur autre chose et je continue dans le positif parce que je sais très bien que si je dis ce que je pense, on va se braquer et ça va pas aller. Je lui annonce du coup qu'on va se marier, mais visage figé, aucune réaction, un peu décevant, mais c'est pas grave et je sais qu'elle espionne un petit peu mon Facebook, donc elle avait peut-être dû le voir, qu'elle était peut-être déjà au courant, donc c'était peut-être pas une surprise pour elle, mais voilà, on reprend contact petit à petit. Ça se passe assez bien, on s'écrit, j'envoie beaucoup de photos de Raphaël parce que c'était très important pour moi et en découvrant la maternité, je ne souhaite pas du tout en fait un jour couper les ponts avec mon fils ou avec mes petits enfants, au contraire. Voilà, je suis jeune maman, je veux faire ma vie avec mon fils, je veux être là pour ses enfants, voilà, je peux pas imaginer ça une seconde, donc je me mets à la place de ma mère, chose que je n'ai pas à faire certes, mais je partage des photos de Raphaël parce que c'est important pour moi. Donc on reprend un petit peu conversation et comme de par hasard, elle a des problèmes de santé. Et c'est tout le temps dans l'annonce de oui mais j'ai quelque chose à te dire, mais je veux pas t'embêter, mais non c'est grave, mais non je vais pas t'embêter avec ça, mais c'est très grave. Ah, l'emprise qui revient, hein. Comment attraper quelqu'un, parce que du coup j'ai eu le temps de voir tellement de scénarios chez certaines personnes que je la vois arriver à des kilomètres heure vers moi, donc ce qui est bien c'est que j'ai le temps de me faire à l'idée et de me protéger. Donc voilà, et évidemment, vu que je ne rentre pas dans son jeu, c'est conflictuel et voilà. Jusqu'à dernièrement, un de ces derniers messages où je lui parle par rapport au mariage, tout ça, par rapport au faire-part que j'allais bientôt les envoyer, où elle me dit mais quel rapport entre moi et ton mariage ? Ok. Pas de souci, ok, c'est pas grave, ça m'arrange pour le plan de table, pas de souci. Je sais que je peux profiter de ce moment avec mon père qui pour le coup lui est présent. Donc voilà, pas de stress, elle sera pas là, pas de souci. Ou encore une fois, elle me fait des reproches à me dire mais j'ai failli mourir cet hiver, t'as pas pris de mes nouvelles, alors que je lui ai envoyé des messages et qu'elle n'a jamais répondu et que justement je l'appelais parce que j'avais envoyé plein de messages et qu'elle me répondait pas, que je commençais à m'inquiéter. Donc voilà, pour m'être fait envoyer chier encore une fois, là j'ai dit à Romain, s'il te plaît, ne me redemande jamais. Et je pensais que c'était pas possible de pouvoir vivre sans ma mère. Et j'ai rencontré des personnes qui ont les mêmes difficultés, un petit peu moins, un petit peu plus, et qui le font très bien et que c'est comme ça. Et en fait j'ai cette peur de un jour apprendre qu'elle va mourir et de devoir aller m'occuper de ces trucs alors que j'ai pas été là pour elle de son vivant. Mais c'est une peur que j'ai décidé de mettre de côté. J'en ai ras-le-bol, c'est ses choix, adviendra que ce qui viendra. Et moi je le vois en tant que maman en fait, je suis dans l'incompréhension totale de ces actes parce que j'ai rien fait de mal et je me dis que même au pire des cas, mon fils, mon petit ange, il ferait quelque chose de mal, d'impardonnable. J'aurais envie d'être là pour lui, c'est mon enfant, je l'ai mis au monde. J'attarde un petit peu de temps quand même à certaines situations négatives pour voir si ça va partir à la poubelle ou si je vais le transformer en une force ou en quelque chose que je ne veux plus vivre ou en une leçon professionnellement aussi. Pas plus tard que lundi, j'ai eu un événement négatif dans mon activité qui m'a fait beaucoup de peine, qui m'a fait beaucoup pleurer et au matin au réveil je me suis dit mais en fait j'ai le choix de encore passer la journée à pleurer dessus ou alors de me dire ok c'est comme ça, ce qui est fait et qu'est-ce que je peux faire maintenant pour non seulement ne plus reproduire cette situation mais aussi que les personnes
à qui je tiens et qui faisait partie de ce problème ne le rencontre pas en fait. Du coup, j'y attarde un peu de temps pour réfléchir qu'est-ce qu'on peut en faire de ce négatif parce qu'il est là. Donc à quelle sauce je vais le cuisiner et puis après à la poubelle on passe à autre chose et on avance parce que si on passe du temps là-dessus on perd du temps et la vie est courte, je le sais. Merci d'avoir écouté ce podcast. Il était présenté par Cynthia. La réalisation était faite par Cynthia, la musique était de Jorm et les dessins étaient de Jasper. Si vous voulez participer, vous pouvez me contacter par mail à podcastonmultiple@gmail.com. Tous les liens sont dans la barre d'infos. Parce qu'il existe autant de sexualité que de personnes, parce que nous n'avons pas tous la même histoire, la même éducation, la même culture, les mêmes désirs et les mêmes tabous, nous avons tous nos différences et nos libertés. À travers les portraits intimes de ces témoignages, le but est de délivrer une expérience et non pas la vérité. Les propos de nos invités n'engagent qu'eux.